bienvenue à la ferme Sainte-Sauvage, petite ferme. On est ici depuis 5 ans, en temps partiel, donc ça avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça prend un petit peu forme et puis donc toutes les parcelles sont, vous verrez, sont mulchées avec une petite couche de broyat, toujours, parfois du foin. Et puis je fais beaucoup de recherches là, depuis une dizaine d'années sur les associations de culture. Donc mettre le maximum sur une planche, trouver les bonnes plantes qui vont ensemble. Et puis ça commence à être pas mal, quoi. Donc on va en voir quelques-unes au printemps, c'est un peu plus intéressant. À l'automne, c'est vrai que j'en fais un peu moins pour récolter vite fait. Et au fur et à mesure de la récolte, soit j'occulte, si c'est crade, pour faire un engrais vert, soit je passe un coup de râteau, je mets l'engrais vert tout de suite, quoi. Et puis donc je vous propose de faire un petit tour pour tout de suite, c'est-à-dire pour voir ce qu'il y a. Ouais. Ouais, là c'est presque trop tard pour certains que j'aime bien, de mettre du sorgho, du tournesol, des trucs comme ça qui déboîtent. Ouais. Tournesol, maïs, même des plantes. De monter le tournesol ? Bon, on s'en fout. Il fait de la biomasse. À la limite, je préfère qu'il fleurisse pas, tu vois. Bon, s'il fait beau, en octobre, il fleurit encore. Hein. Mais là, je suis en train de les semer. C'est juste pour faire de la biomasse. S'ils crèvent comme ça, je m'en fous. C'est comme le maïs, tout ça. Il y a le léonotis aussi, ce que tu vois là. Les pompons, c'est une plante africaine. D'accord. Je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Celle-là, elle consomme rien. Et ça, je mets aussi dans les mélanges, la tagette, enfin, tout ce que je trouve, quoi. Que je peux faire en semences, quoi. Et donc on a en plein champ, on a des planches d'1 mètre de large, d'environ 20 mètres de long, et il y a toujours des pâtés de 6 planches et une planche de plantes médicinales ou plantes vivaces où il y a les asperceurs pour éviter de se faire chier de se prendre les pieds dedans. Comme ça on peut circuler. Et donc je fais un mélange de cultures. J'ai pas de pavés, carottes, poireaux. Donc en aspersion, c'est un peu embêtant à gérer. Avec le goutte à goutte, ce sera beaucoup plus simple. Ou sur les échalotes, je pourrais fermer le goutte à goutte à la fin pour pas qu'elle soit trop arrosée. Bon, cette année, c'était pas trop un problème. Et donc on a des associations. Par exemple, la deuxième, là, on a un kale qui est semé avec du trèfle blanc. Donc il y a le trèfle blanc qui est en train de lever. Et l'idée là, c'est une nouveauté, par exemple, c'est de laisser tout ça. Quand le kale sera récolté, de bâcher pour fatiguer le trèfle blanc, pas le faire crever. Enlever la bâche, planter des courgettes ou autre chose qui est facile à planter et que le trèfle blanc puisse revenir et de nouveau tout couvrir. Pour après tout occulter à l'automne et remettre un engrais vert. Et après c'est prêt pour autre chose, quoi. Après, il y en a une autre là, bon, la levée n'est pas super, mes graines n'étaient pas très bonnes. Où là j'ai 12 rangs de carottes, mais ça n'a pas bien levé, et toujours des rangs de haricots sur les côtés. Donc ce qui fait, là on a le résultat. Bon, j'ai déjà récolté les carottes, et c'est la parcelle de reproduction du haricot. Donc on voit ce que ça peut donner, ils sont un peu petits les haricots. Hein. Par rapport en azote, un peu d'ombrage, ce que tu escomptes. Ça, en fait j'escompte déjà, moi j'ai pas de mécanisation. Donc quand je prépare une planche, il faut que ce soit pour quelque chose. Donc je la blinde au maximum. Et à force d'essayer tout ça, je vois que ça marche bien. Si la levée est moyenne, ça me fera des grosses carottes. Si elle est bonne, ça fait comme j'aime bien, des carottes assez longues, fines. Ce qu'on fait en botte, quoi, qui donnent envie, tu sais, sur les marchés, quoi. Et quoi qu'il en soit, si les carottes ne marchent pas, j'ai toujours les 2 rangs de haricots qui sont ce qu'on fait sur une planche à peu près de cette taille-là. Et puis voilà, en gros. Hein. Les poireaux, là-bas j'ai mis 4 rangs. Mais ici j'ai mis 3 rangs parce que à la plantation il y a des laitues entre. Donc ça permet de désherber la laitue, faire une petite récolte au passage. Et après le poireau il prend l'espace tranquillement. Et les laitues sont devenues belles. Les laitues sont devenues belles, les premières. Après j'en ai mis quand le poireau est déjà grandi. Là c'était plus la même. Hein. Donc il faut vraiment faut le faire tout de suite. Ouais. Pas avant parce que c'est chiant de planter les poireaux, après il y a de la terre dans les laitues. Mais vraiment au même moment. Pareil pour les courgettes, les melons.
je les mets au milieu et tout de suite des laitues. Donc il faut avoir un bon timing et puis j'ai pas besoin d'autant de laitues. Hein, donc faut trouver, ça peut être des betteraves aussi, ça marche bien. Et t'as déjà fait par exemple la même chose sur la planche à côté mais sans rien mettre? Est-ce que les poireaux ils en pâtissent pas? Est-ce qu'ils sont tout Alors il est possible qu'ils en pâtissent, mais Globalement, c'est mieux, quoi. dans les associations de ce genre, c'est un peu comme les betteraves. S'ils en pâtissent, ils rattrapent, ils ont le temps. C'est pas un truc, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Partir, quoi. Voilà, et même et là il y a eu aucun problème parce que le poireau il est planté à ça de profond. Je fais des trous comme ça pour le mettre dedans. Ah oui, donc t'es plein. En fait, il n'y a aucune concurrence. Hein, Mais du coup, ça de profond. ouais. T'es plein, ils étaient énormes. Et là, j'arrive à les sortir. Je me demandais comment j'allais les sortir, et ils sortent. Sauf ceux d'été, ils craquent. Mais c'est des poireaux d'hiver, c'est ceux que je reproduis depuis presque 10 ans. J'ai aucun problème. Donc je vais faire plus que ça maintenant. Et sur le sol, t'as mis quoi alors? C'est-à-dire en... Bah, je sais pas, il y a du bois. Alors ça, c'est une parcelle que j'ai débâchée hier. Je vais mettre des épinards. Ouais. Donc je sais pas encore si je vais semer direct dedans, si c'est bien. Bon là ça va être un peu dur, tu vois. Ça c'est le problème avec cette saison-là. Arroser un peu avant ou... Donc je vais arroser avant, je vais peut-être passer un coup de brise-motte. Ça c'est en fait la limite. Par ce temps-là, je vais être obligé de claquer de la flotte ou de prendre le brise-motte ou d'attendre un peu encore. Mais après j'ai un semoir un rang où tu peux aller assez bourrin dedans. Donc s'il y a une petite motte, qu'il n'y a pas d'épinards à l'endroit là, je m'en fous. Mais là comme ça je pourrais passer avec le un rang, je pourrais passer dedans. Mais il y a des chances que je passe quand même un coup de grelinette. Bon, le jardin là il a 5 ans, je ne sais pas si c'est encore nécessaire de trop travailler le sol. Ça c'est les plus vieux. On a commencé ici et chaque année je fais une sole supplémentaire. Ok. Ouais, il va bouffer les restes dans le compost, après il va vomir. Désolé pour le micro. Et là tu vas mettre que des épinards alors ou tu vas Oui. associer aussi? Oui, là non, en automne il n'y a plus énormément d'intérêt parce que j'ai rien qui va te dépasser au-dessus. Ouais. L'épinard lui en plus il remplit très vite. Et tu vas mettre combien de rangs? Là je mets 6 rangs, 6 à 8 rangs. Et sur le rang tu mets combien? En fait il y a ça, je fais du semi-direct en épinard. Donc il faut voir comment ça lève. Faut voir comment ça lève. Souvent j'ai pas une levée optimale donc ça va. Et puis s'il y en a trop, tu peux toujours arracher. Mais en général, tu peux les... Et donc c'est là que tu disais ça fait des super grandes feuilles quoi. Ouais, bien droites, qui se tiennent bien ensemble. Ouais. Tu sais, elles montent. Elles s'étalent pas sur le côté, elles montent. Tu les plantes denses, c'est ça? Il y a 8 rangs là-dessus, donc c'est sur une planche de 80, c'est 6 rangs. Au lieu de 3 ou 4 habituellement. Après, si je les fais en mode, je mets 3 rangs. Mais je mets il y a 4-5 je mets 5 graines par motte quoi. Mais ça je fais sous serre, là je j'ai pas le temps de faire des mottes. Voilà, donc là encore une fois, bon là on a des... Ça c'est du radis daikon. Donc celui-là il faudrait qu'il flotte pour qu'il soit beau quand même. Et je bâche toujours, comme là au fur et à mesure de la récolte, je bâche tout de suite pour limiter les adventices. Donc parfois en fait j'ai bâché progressivement et avant que la parcelle soit finie de récolter, je vais déjà implanter la suite de l'autre côté. Donc ça roule tout le temps. Et donc là au milieu j'avais des petits pois, demi-rames et sur les côtés des betteraves. Et c'était impeccable. Vraiment impeccable, super récolte des deux. Et t'avais un rang de petits pois du coup? 2 au milieu. 2 au milieu. 2 au milieu et des betteraves en tas en poké, mais par 4 ou 5. Parfois tu en as 3 par terre et une posée au-dessus. La botte est prête quoi. Les navets c'est ça, les navets t'as les bottes ou la cébette, tu sais, tu les sèmes par 12. Donc tu as la botte qui fait à la bonne période entre 190 et 210 grammes. Tu la prends, tu la nettoies ou pas et puis tu la vends. Elle est attachée par les racines. Donc c'est vraiment chouette. C'est Coleman. Je m'inspire beaucoup de lui. J'ai pris comme lui faisait, j'ai mis des patterns, on va dire, que j'ai imbriqués pour faire des associations parce que lui il en fait pas. Et du coup, à force des années, de voir ce qui marche pas. Et puis forcément, quand on est en pente au plein sud, d'un coup ça marche mieux. Avant j'étais un peu ombragé vers l'est, c'était pas pareil. Là en février, il arrive certains jours que la terre en surface soit chaude. C'est incroyable une pente au sud, ce que ça change. Si on ne connaît pas, c'est incroyable quoi.
C'est surprenant. Non, mais justement, c'était quand même plutôt sec. C'est sec, Et mais Je pense qu'à l'avenir, t'as pas peur que ça se retourne. le stockage d'eau, avec l'humus qui se rajoute chaque année, ça va quand même de mieux en mieux. Hein. De mieux en mieux, ouais. Et je suis surpris parce qu'ici, on a vraiment, au début, on a un peu fait n'importe quoi, mais il y a des endroits où justement, quand j'ai planté les poireaux, j'étais sur le dur, partout. Donc le poireau, il touchait la caillasse et puis ça n'a rien empêché au Ouais, final. c'est les caillasses, ouais. C'était une prairie quand t'as... C'est une prairie depuis toujours, parce qu'il n'y a que de la caillasse, il disait justement. Et donc tu as par endroits ça de terre, parfois beaucoup plus, hein, selon le relief. Une couche de 10 cm de cailloux et en dessous une espèce de béton, on pourra voir là-bas, j'ai un trou, je vais chercher ma terre, ou une espèce d'argile avec des petits cailloux. Donc une fois que tu es passé en dessous, comme un arbre, c'est bon quoi. Là ça marche très bien. Voilà, donc j'ai un forage à 40 mètres, Ça débite combien chez vous? 4 mètres cubeurs. On n'en a pas toujours besoin, enfin ça dépend. Hein. Ça va vite quand même. Hein. Elles ont bien poussé tes... Hein? Ça va, enfin c'est. Là c'est même pas inné, là c'est juste quelques. Non mais tu parles de celles du fond là. Ouais, ceux-là ils viennent doucement. Ouais. Elles sont bien parties. C'est plus celle-là là en bas que j'ai soigné. Là en bas, c'était au début, tu sais, j'avais un arbre, je le mettais tous les 5 mètres. Un peu nimpe quoi. Donc là il y a par exemple là c'est une association qui fonctionne pas mal, on va voir le chou rave. Alors j'avais des pois nains Norly, des mange-tout au milieu, que j'ai semé, en même temps j'ai planté le céleri rave, donc en fait ils ne se sont pas du tout concurrencés, je pense même le contraire. Quand le pois était fini, bon, je l'ai couché dessus, hein. Et là maintenant en ce moment je suis en train de planter des choux raves entre. On voit, donc j'enlève un peu les feuilles de céleri, par ce temps-là ça fait un peu d'ombrage. Et maintenant je vais bientôt commencer à récolter le céleri, et puis ça laissera la place au chou rave pour grandir. Parce que le céleri, il est pas facile à... Je sais pas, il est pas très copain avec les autres, il paraît. Là. Oui, il prend de la place. Ouais. Écoute, en fait avec le chou il est très copain. Ouais, ça va, ouais. Et avec le pois, aucun problème aussi. Ah ouais. Donc ça c'est justement il y a des nombreux essais avant de tomber dessus, et puis c'est vrai chez moi, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ailleurs. Hein. Là j'avais par exemple aussi il y a les aubergines, bon, j'ai planté trop tard, hein, comme c'est pas prioritaire, et on voit encore quelques haricots. On voyait presque plus les aubergines, il y avait des haricots sur les deux côtés. Donc c'est une parcelle qui restait bien humide, bien protégée. Donc j'ai une super récolte de haricots vraiment, et puis j'ai quelques aubergines quand même, on voit là ça commence un peu à donner. C'est une variété japonaise, elle est vachement bonne. Elle est plus petite comme ça? Bah là c'est parce que les plants ils étaient... j'ai dû les planter en fin juin, je sais pas. Quoi. Ils avaient stagné sur la table. C'était vraiment pas beau à voir. Hein. Est-ce qu'il faudrait pas que tu mettes un petit coup de pot sur tes choux chinois? Il faudrait. C'est demain, si tu viens de les planter là. Et ouais, je les ai plantés hier. Bah, je mets des cagettes d'habitude. Et là, en fait, comme les nuits sont plus longues, en fin de compte, ils crament plus trop là, tu vois. C'est pas comme il y a 2 semaines. Ça va, j'ai pas de perte pour l'instant, ça va. En plus, il pleut si tout va bien. Et puis après, j'ai de quoi remplacer s'il faut. Ouais, j'avais vu à la maison. Parce que les cagettes, au final, si tu les laisses trop longtemps, bah, l'altise, elle attaque quand même. Et il n'arrive pas à se régénérer, à faire la photosynthèse comme il faut, et il se fait encore plus bouffer. Les navets aussi. Nous, on n'a plus mis de filet. Je pensais que c'était bon pour l'altise, mais je crois qu'en fait. Bon, en fait, au bout d'un moment, ça s'arrête les dégâts. Hein. Ouais. Ça reprend un peu le dessus, et puis on verra. Moi, j'ai pas envie d'en mettre les filets. J'ai pas envie de bloquer l'échange, tu sais. Et puis pareil, les régulateurs qui viennent manger les chenilles, tout ça, sinon ils ont rien à bouffer. Mais c'est pas évident, hein. Tu peux aussi tout perdre. Hein. Là, tu sais ce que c'est. Voilà, donc il y a encore des restes d'associations. Là, j'avais du fenouil au milieu, donc ça j'en vends pas beaucoup, personne n'en veut. Ah ouais? Donc je récolte un petit peu avant que ça monte. Après je vends des fleurs pour 15-20 € par semaine. Après je fais mes infusions avec les graines et puis la reproduction encore. Donc ça a un sens. Et sur les côtés j'ai des laitues. Alors j'avais déjà une série que j'ai récoltée. Et là j'ai essayé d'en faire une deuxième. Surtout là en bas, parce que là il y avait trop d'ombre, j'ai l'impression que ça vient. Et puis ce côté-là, il y a le persil qui lui supporte aussi le fenouil. Persil, fenouil, personne ne les aime trop, mais eux deux ils se supportent. Et la laitue, elle est pote avec tout le monde. Pas chez moi, hein, c'est avéré. Donc quand le fenouil est petit, elle arrive à bien grandir. Là maintenant, la concurrence sera peut-être trop importante, hein, c'est un test.
Et au milieu, toujours cette zone un peu sauvage, où j'ai les fleurs aussi, comme j'en récolte énormément. Donc je ferai maintenant une parcelle de fleurs aussi. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, c'est vrai que ça fait un super système racinaire. Toute la biomasse, elle va rester sur place. Il y aura des graines, il faudra faire gaffe. Et je récolte en fait que quelques fleurs au final. Et donc ça me fait un engrais vert, plus un revenu. Il faudra juste gérer la levée l'année d'après. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Donc à voir, hein, ça c'est nouveau. Hein. Une demande aussi importante en fleurs. Hein. Ouais, après, il faut trouver les restaurateurs qui sont... J'en ai un, du coup je me fais la main et puis après je pourrais un peu développer ça. Hein. Les fleurs, il n'y a que des restaurateurs qui en achètent, je pense. J'ai pas proposé encore au stand pour les particuliers. Tu vends où toi en fait du coup Je vends, on fait entre 20 et 30 paniers semaine. Je suis des habitués. Ouais. On n'a pas d'AMAP, hein. Ils prennent ou ils prennent pas, ils nous préviennent la semaine. Après donc j'ai le restaurateur qui m'achète beaucoup de choses et le samedi matin on a un stand devant chez moi, comme c'est à côté de la boulangerie. Ouais. Ah ouais. Seulement depuis cette année, hein, donc ça commence doucement. On fait de la concurrence au judo. Non, je crois qu'il y a assez pour tout le monde. Hein. D'ici à ce qu'on nourrisse déjà toute la France, Ouais. en fruits et légumes, je pense qu'on pourrait être encore plus nombreux. Hein. Et puis là, donc là j'ai du chou chinois, donc il y a... Bon, c'est vrai qu'il est vraiment pas beau là. Hein. Il a... Au bout, il a été planté il y a longtemps. Par contre, celui-là qui a été fait hier, surtout le Petsaï là qui est juste devant nous, j'en ai mis juste un tout petit peu, quelques sur 3 rangs. Il va peut-être perdre quelques feuilles. Hein, là, je sais pas. Je comptais quand même. L'autre, le pak choi, il est un peu plus épais, ça va, mais celui-là, on verra. Bon, les betteraves, par exemple, au printemps, elles sont pires que ça et il n'y a aucune feuille qui meurt. Mais le chou, les choux navets, ça va peut-être être un peu plus hard. Ouais. Avec l'altise qui met encore un petit coup. Bon, elle limite l'évaporation en enlevant les feuilles. Hein. Faut voir le bon côté des choses. On a trop de scie. Mais là, effectivement, j'ai cru que c'était ombragé, un peu plus pluvieux aujourd'hui, sinon j'aurais mis les cagettes qui sont à côté. Hein. 80% on va dire à la ferme. Là, on verra. quand même la plantation ou... Alors, un petit peu, mais là c'est quand même vachement sec. Le sol, ce soir, je vais mettre un petit coup. C'est ça le problème, là, comme je bâche, même sur sol humide, ça a tendance à sécher. Donc là, je pense éventuellement, comme je suis par aspersion, à mettre des morceaux de bâche plus petits. Ça fait pas beaucoup plus de travail, qui se chevauchent. Ah, oui, et comme ça, l'eau, elle ruisselle et elle rentre. Parce que j'ai remarqué, là où j'avais des bouts de bâche que j'avais rafistolé, c'était humide. Donc je vais peut-être faire ça, ça me fait pas beaucoup plus de travail, franchement. Et si la parcelle est mouillée, bon ben ça change. Plus légère quand il faut les... Bah ça va, là c'est pas très lourd. T'as vu, j'ai juste à chaque fois 20 mètres, hein, c'est pas très chiant. Ouais. T'es plutôt arrosage du soir alors? Plutôt du matin. Ah, plutôt du matin. Plutôt tôt le matin. Mais là je vais le faire ce soir, parce que je suis là, demain matin je sais pas à quelle heure je viens. Et les bâches là, on les voit, tu peux arroser quand même. Tu les laisses en général en bout de planche, à chaque bout de planche tu les laisses. Ça dépend, ça dépend. Là c'est pour désherber, pour pas que ça remonte, parce que j'ai la flemme aussi. Et puis ça fait des abris pour les rats, tout ça aussi, les mélos. Ouais, c'est bien ça. Mais non, d'habitude je les range, je les emballe bien, mais là j'en ai besoin. C'est la période où ça tourne tout le temps pour arriver en hiver où il y en a quasiment plus aucune. Hein. Okay. Soit de séculture, soit engrais vert. Okay. Et arrivé au printemps, il y a à nouveau quasiment tout qui est bâché. Donc ça fait du boulot. Du faux semis quoi. C'est du désherbage. Hein. C'est du désherbage. Hein. Clair et net. Hein. Après ça, les rongeurs ils vont faire plein de trous, tout ça, donc ça va bien s'infiltrer la flotte. Ils font un bon boulot. Là c'est l'association vraiment, c'est dommage, les courgettes elles ont tout pompé je pense. Là j'ai mis un rang de choux de Bruxelles au milieu. 4 rangs de carottes de chaque côté et encore des haricots. Mais là c'était un peu trop. Les carottes sont magnifiques, mais j'aurais dû les récolter un tout petit peu avant que les haricots aient le temps de pousser avant de fructifier. Donc il y a un truc à jouer, parce que le chou de Bruxelles il a encore un peu le temps aussi. Il y a un petit truc à jouer et je pense sincèrement aussi, hein, j'ai déjà replacé les asperceurs, c'était pas assez mouillé. On voit là, il y en a qui ont à peine levé et c'est encore ils ont rien fait. Hein. Ils font 20 cm de haut, donc je pense qu'il y a un peu de...
Il y a encore une petite mise au point à faire. Tu disais c'est les courgettes qu'on peut pomper. Tu parles de cette planche-là quand même? Ouais, je pense parce que de ce côté-là, c'est pire. Mais l'asperceur n'était pas là avant, hein. Ils étaient beaucoup plus mal placés, j'avais des zones... à protéger de l'arrosage avec ses feuilles. Je pense, enfin, surtout j'en ai enlevé quelques-unes. Sur les courgettes, là, je vais faire des planches d'1,20 m, un jardin avec des planches d'1,20 m, parce que j'en ai marre de marcher dessus. Là. C'est trop chiant. Donc je vais faire tout un jardin avec des planches plus larges. Je pourrais aussi faire un peu plus de choux. Je pourrais faire 3 rangs de choux. Ça va pas te bloquer dans tes rotations après, d'avoir des planches plus larges? J'avais prévu une rotation sur 6 ans ici, du coup je le ferai que sur 5 ans. Et tout ce qui prend de la place, melons, courgettes, certains, pas les choux, je les laisserai aussi, mais je vais les mettre ailleurs. Et des artichauts aussi je veux faire, et puis du coup... Tu auras une rotation spéciale sur les trucs de la place? Ouais, je vais faire ça. Pas encore réfléchi, mais j'adore ça, j'ai tout l'hiver pour le faire. Donc ici maintenant, là j'ai mis une zone beaucoup plus sauvage, donc il n'y a que des arbres comestibles qu'on voit pas encore bien. Donc pour qu'il a bouffé un peu tout l'été. Qui va apporter de la biodiversité, il y aura des asperges, des choses comme ça. Toujours de la protection. Et puis après... Et là en fait c'est là que je cherche, parce que ce sera un point d'eau, mais c'est là que je cherche la terre pour construire des trucs, tu sais, en terre paille. Ah ouais. Donc on peut voir un peu le profil de sol. Faites gaffe aux chardons, s'il y en a qui sont pieds nus. Donc le niveau du sol il est à peu près là. Et on voit que tout de suite j'ai cette couche là. Une couche de caillasse. Ah, c'est vraiment de la caillasse ça? C'est vraiment de la caillasse. Et après en dessous j'ai cette espèce de béton. C'est impeccable, hein, une fois que c'est que les arbres, hein, mais une fois qu'ils sont descendus là-dedans, ils sont tranquilles. J'ai pas trouvé d'autres couches pour l'instant. Parfois il y a des poches d'argile, ça je n'ai pas trouvé, mais j'ai pas trouvé de blocs de cailloux après plus bas. Jusqu'à là. Donc tu vois, c'est vraiment, hein, on a toute cette semelle partout. Je sais pas comment ça se fait. Ils doivent quand même galérer les arbres à passer à travers. Non? Écoute, ça va parce que là-haut c'est une zone extrêmement sèche. Regarde, hein, il n'y a pas beaucoup de feuilles jaunes. Hein. Mais quand tu as fait ton plantation, tu allé casser un peu cette couche-là ou t'as... Écoute, non, moi je me fais pas trop chier. Hein. Faut que ça aille vite fait bien fait. S'il crève, il crève. Hein. Je fais un peu une sélection aussi. Hein. Puis maintenant je les prends au jardin de Péreladas. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc en permaculture, on va dire. Et en fait, c'est dans le sud, mais en montagne, mais surtout elle a... je ne vais pas dire de conneries, mais c'est plusieurs dizaines ou centaines de souches de mycorhizes sur les arbres. Quoi. C'est un truc phénoménal, donc tu les ramènes ici. Ouais. En prenant les arbres, tu les ramènes ici. Et en fait, c'est ça qui fait qu'ils résistent au sec. C'est pas forcément le stock d'eau, c'est la capacité à prospecter. C'est les champignons qui vont chercher l'eau aussi, mais... Donc c'est Péreladas. Péreladas, ouais. C'est pas trop cher. C'est bio, évidemment. P-E-Y. J'arrive jamais à l'écrire. Elle s'appelle Chloé. Elle les expédie pour pas trop cher. Comme dit, tu as des souches de mycorhizes là-dedans, phénoménaux. Et puis elle bosse bien, quoi. Je trouve que c'est bien. Donc au début j'étais plus pépinière locale, mais en fin de compte, une fois que tu as fait les 10 variétés qu'ils ont tous, c'est fini, quoi. C'est ce que j'ai pu voir, hein. Donc j'ai essayé, hein. Franchement chez elle, ouais, la reprise est vraiment belle. Et en plus je m'étais planté de la météo, je les ai plantés l'année dernière. Par moins 15, d'un jour où il faisait moins 15, c'est-à-dire le broyat de la brouette, il gelait. Ah oui. Je devais nouveau le taper de la brouette pour l'étaler. C'est le site de Météo France qui avait changé. Je croyais que c'était le lundi qu'il allait nouveau faire chaud, et en fait c'était le week-end d'après. Donc toute la semaine ils ont eu leur moins 15. Le sommet a à peine grillé, et puis là il y en a un par exemple, il n'a jamais été arrosé, c'est un petit cerisier. Il tire pas encore la gueule, hein. Il a 1 an, il n'est pas arrosé, il est content, quoi. Donc après je mets juste des cailloux autour, 2-3 gros blocs de pierre, du broyat, s'il y en a assez, puis c'est parti. S'il n'y a pas de mulot qui le bouffe, ça va. Et maintenant, de plus en plus, je vais faire une haie. Tout de suite une haie avec des arbres de haute tige tous les 8 mètres, entre des noisetiers, des sureaux, des trucs comme ça. Et puis après devant des groseilliers, il y a des camérisiers, puis après on descend toutes les strates.
C'est l'agroforesterie sur des courbes de niveau. Après, ça va être fait sur le bas du terrain. L'Alsace, c'est un peu le schéma qu'ils utilisent sur le. C'est ce qu'ils ont fait chez moi, là, tous les 10 mètres un arbre de Auger et puis Et tu blindes à fond parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'en mettais traditionnellement, comme j'ai fait là derrière, dans la zone la plus sèche, en plus, sans le savoir au début. Et en fait, si tu imagines ça par en dessous, tu n'as que des racines d'herbe et des belles racines appétantes pour les mulots. Donc, dès qu'ils tombent dessus, ils te le tuent. Alors que si tout de suite tu mets, comme ici, un ensemble de fleurs, tu sais, je vais en forêt, je vais partout, je cherche des graines, je remplis des sacs de graines, je mets une bâche partout, je plante les arbres et je balance des graines dans tous les sens. J'ai aussi fait des baissières avec du trèfle dedans et puis du coup, ça, comme là, tu vois, il n'y a plus énormément d'herbes. Tu n'as que des racines pivotantes ou des choses comme ça qui vont occuper les mulots et puis améliorer le sol et faire un mulch vachement épais pour les arbres. Parce que bon, ce qui ça m'intéresse quand même au moins autant que le maraîchage, c'est de plus avoir à recommencer chaque année éternellement le même boulot, quoi. Compter que tu vieillis, donc le maraîchage ne sera pas beaucoup plus grand. Je veux faire de la diversification avec des animaux aussi, donc les oies pour nettoyer un peu toutes les allées. Il y aura un passage de 5 mètres tout autour du terrain aussi, avec une haie. Donc pour que les oies aient un beau passage aussi, qui permettra de passer en tracteur, de récolter le bois pour le broyer ou faire un compost de branchements, où tu roules dessus en tracteur, tu sais, pour le tasser, un peu comme il faisait Jean Pin. Enfin c'est des pistes, ou par des vaches après, j'en sais rien. Après, je voudrais supprimer les bâches, les remplacer par des poules aussi, par une structure où tu mets des poules pendant une journée, mais en cage mobile, mais en très grand nombre, mais pas longtemps. De voir ce que ça donne, c'est des pistes, mais je voudrais supprimer le plastique le plus vite possible. Déjà, je ne sais même pas si ce sera dispo et accessible encore longtemps, donc après on a vu les pénuries qu'il y a déjà eu, et c'est, je pense, loin d'être fini. Donc c'est des pistes, mais le but du jeu, ce serait de s'affranchir de ça. Et puis en fait, donc moi je voudrais garder une petite parcelle là, en maraîchage de précision, comme j'appelle ça, où vraiment il faut un timing serré, parfois passer encore, si t'es pas bon, couper les feuilles pour que la plante d'en dessous elle puisse pousser, donc le limiter à certaines espèces. Et sur les planches d'1,20 m avec les courges et tout ça, faire un truc beaucoup plus à l'arrache, où tu désherbes plus, tu laisses même les adventices parce que c'est le meilleur engrais vert qui existe. Ce que moi j'aime bien par exemple, c'est t'enlèves la bâche au mois de mars à mi-avril, tu balances tes engrais verts, légumineuses, vesses, luzerne, enfin pas luzerne, lupin, tout ce que tu veux. Et quand arrive le moment de planter les courges, j'ai un outil, c'est une raclette à béton, tu le couches, tu peux planter dedans et après tu as juste à repasser quand il y a des levées pour le recoucher, c'est-à-dire il est blessé, pas coupé. Donc s'il est blessé, il n'arrive pas à se relever, s'il est coupé, il repart. Mais s'il est blessé, il va se coucher, il va crever, il va même rester humide, ce qui va encore maintenir mieux l'humidité du sol. Et en fait, j'ai fait l'année dernière là-dedans, j'avais des courges partout et j'ai pas arrosé une seule fois. Bon, après l'année dernière, personne n'a arrosé une seule fois. Mais j'avais une belle couche de mulch, donc j'aimerais bien faire ça sur une partie et même à terme arrêter les intrants et le broyat. C'est quand même mon objectif, c'est d'arrêter de commander des tas comme ça avec des camions triple essieu là, qui rentrent là-dedans. C'est là que la haie peut être intéressante aussi. La haie, j'aurai plusieurs kilomètres au total, mais je sais très bien que ça ne va pas suffire. Puis il y a le temps d'implantation aussi. Ça va, parce que tu le fais qu'une fois dans ta vie, de toute façon. Mais le temps que ça pousse et que tu sois... le temps de... comme ça, oui. Il faut quand même attendre un peu. C'est ça j'y compte pas, c'est l'avenir, mais c'est pas... Là, je vais être plutôt sur de la paille, du foin, et des ressources que j'ai déjà. De la céréale, l'avoine, la luzerne aussi, ça j'aimerais beaucoup en faire, mais ici j'ai des graines de cuscute, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante parasite, elle va germer, elle va se mettre autour de la luzerne, elle va plus être dans le sol, et elle va faire une vrille qui rentre, qui va se mélanger à l'ADN de l'autre plante, elle va la pirater et prendre ses ressources, elle va même elle pirate l'ADN, quoi. Et le problème, c'est qu'elle voyage sur le liseron. J'en ai partout du liseron et après elle s'attaque aux courges, aux tomates et à tout ce qu'on voudrait pas. Donc j'avais une parcelle de courges un peu sauvage aussi et du coup j'ai dû démêler ce truc qui était rentré dedans, c'est une plante vampire. Et donc a priori j'ai des graines ici qui restent germinatives pendant 20 ans je crois.
Donc j'ai abandonné la luzerne, mais c'est un truc qui a déjà sauvé l'humanité, tu vois, tu peux faire 3 récoltes par an chez nous. Et si tu fais un compost de ça mélangé à du foin, quand elle est verte, c'est comme si tu avais du fumier, quoi. Et tu n'appauvris pas beaucoup le sol. Et plusieurs fois, les légumineuses, elles ont déjà sauvé la vie de l'humanité. Hein. Ah, tu parles de la luzerne? La luzerne, ouais. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Ouais, je parle un peu vite parfois. Mais du coup, elle a la cuscute. Et quand tu achètes de la luzerne, il faut regarder sur le sachet. Moi, je sais pas s'il était là ou si c'était les graines de semences du puits, mais sur des semences très sérieuses, c'est écrit qu'il y a moins de 0,001% de cuscute. Ils n'arrivent pas à l'éliminer complètement. Mais c'est un truc à prendre en compte. C'est pas trop sec là? Elle a sauvé l'humanité en termes de fertilité ou par rapport parce que les gens mangeaient de la... En termes de fertilité, c'est-à-dire que tu as un produit qui va, une fois composté, faire comme un fumier animal, quand il est avec de la matière sèche, quand il est coupé vert. Mais en plus, il va quand même, malgré la récolte, améliorer le sol, parce que c'est un fixateur d'azote. Ouais. Et que ces racines vont tout le temps, à chaque coupe, elles vont mourir. Donc il y a une partie qui va quand même régénérer le sol. Et tu peux faire chez nous 3 récoltes par an sans rien ressemer, c'est quand même un miracle, quoi. Moi j'en aurais partout si j'avais pas ça. Moi je veux faire comme Elliot Coleman qui parfois c'est un américain tout ça, mais je veux dire il a réussi à faire une ferme quasiment autonome, hein, qui est en circuit fermé. À part les sacs d'argile ou les algues qu'il va chercher à la plage à 500 mètres, hein, mais le fait qu'il fasse son compost, au début il n'avait pas de thune, donc il coupait le foin, il le laissait bien mouiller. Et puis je crois que dans son bouquin il explique qu'il accrochait un râteau à la bagnole, un vieux truc d'une remorque à cheval, et puis il le poussait, il le tirait, il le mettait en andin. Et son compost c'était 100% de foin. Moi j'en ai fait pas mal, hein, qui était avec beaucoup de foin, ça marche bien. Faut juste le couper avant graine. Ouais. Tu le fais comment ici du coup? Alors là j'en fais plus parce que j'ai eu un élevage de rats dedans qui me bouffe toutes mes tomates, toutes mes carottes, enfin c'est infernal. Ah, dans le fond, ouais. Mais sinon c'est des couches de matière brune, matière verte. Parce que tu dois le faucher là, c'est toi qui... Alors le foin, c'est quelqu'un qui vient me le faucher et il y a la moitié pour lui, la moitié pour moi. D'accord. Donc si après je le fais moi-même, je vais doubler ma production, mais il faut la machine, il faut le tracteur. Donc avoir une machine juste pour un terrain comme ça, avec toutes les emmerdes, les révisions, parce que c'est pas forcément, c'est la vieille machine, hein, pour peu qu'elle prenne feu encore, parce que je suis pas un pro de l'entretien. Et du coup, avec la moitié de ce que tu fauchais ici, ça suffisait pour cette surface-là, mais du coup, si tu veux... En fait, le foin, moi, actuellement, me sert que à pailler les haies. Ah, que les... J'ai quelques parcelles, comme les pommes de terre qu'on va voir là-bas, qui sont en foin, et sinon, je mets juste un peu de broyat, parce que j'ai pas le temps de mettre le foin, et en association de culture c'est chaud parce que c'est tellement serré que tu vois comme là les melons, t'as encore quelques laitues là qui ont repoussé, mais c'est dur après de mettre le foin même sous les feuilles, donc c'est un peu la végétation après qui fait la protection, mais il y a quelque chose à jouer encore, mais ça prend mulcher, ça prend du temps, quoi. Ouais. Moi je veux pas de paillage synthétique. Mais c'est sûr que parfois je me dis c'est quand même la clé avec un goutte à goutte, hein. J'ai pas envie d'y passer parce qu'il faudra en revenir tôt ou tard, encore de mon vivant je pense, donc il faudra en revenir à moins de trouver une alternative d'une autre matière, mais et puis surtout quand il pleut, parce que je sais pas, il y en a quand même pas mal qui en font, quand il pleut la flotte elle descend pas, quoi, elle ruisselle beaucoup, hein. Ouais, puis la toile tissée, mais du coup avec le goutte à goutte en dessous là c'est bon. C'est pour ça, même pour récolter les graines, ça évite qu'elles pourrissent. Les melons, t'as pas besoin de mettre de tuiles en dessous, ils pourrissent pas. Enfin, il y a quand même des avantages, mais pour l'instant, je me l'interdis encore. Bah nous, on prend 130 grammes, et c'est vrai que là, ça fait 6 ans qu'on est installé, elles n'ont pas bougé, quoi. Moi, j'en ai aussi, j'utilise, c'est vrai que c'est du solide, hein. Par contre, pour l'occultation, ça marche pas pour le liseron. Il reste vert en dessous. Ça faut le savoir, hein. Un peu avant le noyer là-bas, là où il y a tu vois un fil des chevaux, là où l'herbe change de couleur. Et puis ça descend jusqu'aux maisons en bas. Et là c'est un peu plus haut derrière les plus grands arbres qu'on voit. Un tout petit 5 mètres derrière. Et après elle redescend là où il y a les voitures. Et puis tu as tout le chemin où je pourrais mettre beaucoup d'arbres fruitiers de Auger que je pourrais récolter, passer avec le tracteur. Et mettre en palox tout de suite. Et la maison qui est devant le bâtiment aussi en pierre de taille, ça fait partie du terrain. Mais et tu loues du coup?
Non, c'est à acheter. Ah, c'est acheté. Enfin, Donc, la maison. ça appartient à la banque pour l'instant. Et du coup, le bâtiment pourra servir un jour, quoi. C'est pas habitable, quoi. Ça pourrait. Je pense qu'il y a à peu près 160 mètres carrés qu'on pourrait faire habitable. Ah oui. Il y a 2 étages. Par contre, il y a le mur du voisin, un ancien silo qui appuie dessus. Et ça menace de se casser la gueule. Donc limite, je préférais que ça se casse la gueule et puis reconstruire un truc de plein pied. Ouais. Parce que là, techniquement, c'est compliqué. Un bâtiment de cette taille-là, moi j'aime bien pouvoir tout faire moi-même. Et là, avec des murs de 60 de large, tu sais, c'est quelque chose. Hein. Et du coup, tu l'as déjà dit plus tôt, mais tu fais quoi d'autre comme activité Alors jusqu'à présent, j'étais à 80% à l'hôpital. Après, ils m'ont demandé de ne plus venir là en fin d'année dernière. Ils m'ont dit de rester à la maison. Et puis maintenant, je suis principalement là-dessus en été. Puis j'aide ma compagne à faire de la rénovation, du décapage, de la tapisserie, des choses comme ça, d'ameublement. Donc on se démerde, quoi. Et l'hôpital Et l'hôpital, je ne retournerai jamais. Hein. Une fois que tu vas plus, que tu vois comment tu es heureux, même sans thune, tu vas plus jamais. en tant que soignant? Non, j'étais informaticien. Mais voilà, il faut quand même être vacciné, quoi. Il faut quand même être vacciné pour être dans les bureaux, quoi. Et du coup, tu disais que du coup, tu avais acheté le terrain. Oui. Est-ce que tu sors ici en maraîchage, suffit à te rembourser Large, ouais. Ah ouais. Oui, très large. Bah là, depuis cette année, on est un peu excédentaire, quoi. Donc ça va. Bon, j'ai limité les investissements. Hein. J'ai acheté pour 200 balles de semences cette année, tu vois. Donc ça va. Hein. Autrement, je suis plutôt à 700, tu vois, quand c'est la grosse commande. Là, c'était cool. J'ai repoussé beaucoup d'investissements aussi, mais c'est quand même une marge assez élevée. Comme tout est fait à la main, qu'il n'y a pas de machine, qu'il y a très peu de carburant quand même, c'est plus technique. J'ai pas beaucoup de charges et puis je blinde les parcelles à fond. Hein. Comme dit, si je me fais chier à les faire à la main, il faut que ça serve à quelque chose, quitte à enchaîner même si j'ai du foin, je ratisse le foin et je continue. Hein. Mieux soigné. Ouais, très soigné. Encore d'une année sur l'autre au niveau agronomique et tout, une évolution, ou alors tu penses que tu as atteint un peu? Non, carrément pas. Les premières planches, même si elles sont sur le plus mauvais sol, quand je vois la taille des poireaux, là, j'hallucine. Ça va vraiment de mieux en mieux. Hein. Ouais. Puis je donne à manger. Sur la profondeur de sol, l'activité biologique aussi, tu continues de constater. Ouais, je vois la santé des plantes, je regarde rarement le sol. Bon, je vois des vers de terre, je vois des choses, non, j'ai jamais fait d'analyse, mais je vois que elles sont belles, elles ont une croissance saine, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Hein. Et donc tes intrants, c'est bois et engrais vert en gros, quoi? Et du compost, pour semer dedans surtout. Le compost, tu l'importes? Et le compost, je l'importe, c'est du compost végétal. Celui que je fais ne suffit pas. Il faut que je passe à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire un champ, ce qui est prévu là-bas entre les arbres, un champ de luzerne, de céréales, de tout que je composte, qui est fait pour. Ça, j'ai pas le choix, mais il faudra un tracteur. Bon, il y a un gamin du village là, qui vient avec un valet de ferme. Ouais. Donc lui, il s'amuse, il a 11 ans, et puis il vient me déplacer l'état. De toute façon, il s'amuse toute la journée avec, donc le jus, il est cramé de toute façon. Donc, et puis il roule mieux que les adultes, il faut voir au millimètre les manœuvres, il m'a rien écrasé, rien cassé. Hein. Ça lui plaît. Ça lui plaît, il est trop fort, hein, il ira loin. Il demande quelque chose en échange, je pense. Écoute, une fois je lui ai filé 50 balles, il m'a rendu, pour une demi-journée, il m'a rendu 20 €, puis je lui ai ramené des Mars, quoi. Ah, t'as trouvé le... Ah merde, t'aurais pu lui ramener des légumes et des fruits au moins. Il a un jardin aussi, il me prend des graines, il me prend des semences aussi. C'est pour le semi-direct ou il y a d'autres... Le compost ? Ouais. Pour moi, en fait, c'est comme le broyat. L'intérêt amendement, évidemment, m'intéresse, mais c'est pas pour ça que je le mets. Le compost, c'est pour semer dedans. Ouais. Après, je le mets aussi sur les jeunes parcelles avec un coup de grelinette pour remplacer un engrais vert. Donc, comme tu aères avec la grelinette et que tu mets du compost, c'est comme si tu avais un engrais vert avec ses racines qui s'étaient décomposées. Ça homogénéise un peu. Après sur le semis, c'est vachement pratique parce que moi j'ai pas des trucs billards, souvent tu as des mottes, donc il est par dessus, je passe le dos du râteau et je peux passer mon semoir 4 rangs de précision. Le 6 rangs j'arrive pas là, ce que vous m'avez filé là c'est trop compliqué, je suis pas assez propre, mais le 4 rangs il passe, voir le 1 rang quand c'est sec, tu le passes en force. Je peux vous les montrer, hein, c'est des trucs à 100 balles, hein. Ah ouais. C'est des trucs, c'est pas des semoirs, c'est de la tôle pliée, hein.
Et après le broyat, moi je le vois comme une peau. C'est-à-dire une fois que j'ai implanté quoi que ce soit, hein, là j'ai semé de la mâche, ah non là c'est juste des navets, mais s'il y a des choux, je sème de la mâche et je plante mes choux. Et ça lève à travers, ou les carottes, à travers le broyat, il faut mettre la bonne quantité. Ouais, Et il a pré-composté pendant 1 an, pour la carotte 1 an et demi, voire plus. Ah, c'est le tac. Celui-là il est tout neuf, mais là en bas j'en ai un, on passera, c'est quasiment plus que de la terre, ça m'embête un peu. Parce que j'ai des larves de Scarabée rhinocéros que je récupère à chaque fois que je remets dedans. C'est des grosses larves comme ça qui bouffent le bois. Et à une vitesse, j'ai un tas en 1 an, c'est plus que de la terre, ça va un peu trop vite. Et donc celui-là c'est une peau qui permet les échanges, mais qui équivaut, une couche comme ça, hein, elle équivaut à peu près ça de foin en termes de retenue d'eau, mais n'empêche pas la levée, n'empêche pas l'eau de descendre. Ouais. Donc c'est incroyable que tu vois, hein, j'avais essayé une parcelle de carottes là-bas, elle est lamentable, terre à nu pour voir avec le bâchage, là comme vous, j'ai essayé pour voir la levée. Bon, mes graines n'étaient plus très bonnes, j'avais 6 ans déjà, et ça séchait, je devais arroser toute la journée, 2 fois par jour, ça séchait. Alors que quand il y a cette petite couche de broyat, c'est-à-dire 2 à 3, enfin 300-400 litres sur une planche comme ça, c'est pas beaucoup, hein, et j'arrose beaucoup moins, ça reste humide très 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 longtemps, même en plein cagnard. Hein. Tu recouvres tu sèmes sur le compost et tu recouvres de broyat, c'est ça? C'est ça. Une fois semé, je plombe avec un rouleau et après je passe et je le fais tomber. J'imagine toujours des feuilles qui tombent d'un arbre, tu vois. C'est-à-dire, faut pas les jeter en tas. Faut que ça tombe, que ça s'enchevêtre, qu'il y ait de l'air. Et comme il y a du compost avec beaucoup qui est déjà pré-composté, la graine n'est pas brûlée. Si je mettais le truc là-bas que je viens d'avoir, là c'est que du thuya en plus, du sapin et du thuya. C'est cramé. Hein. Tu t'en fous, tu prends. Je prends ce qu'on me donne. Enfin, je prends ce qu'on me vend. Ah oui, on te vend. Et je prends comme ça vient. Ouais. J'ai pas les moyens d'acheter du BRF là à 1000 €, à 100 € le mètre cube. Voilà, donc là c'est. Et puis ça fait 10 ans, hein, on a des discussions avec vous aussi, hein, ça fait 10 ans que j'ai des trucs, que ça sent le thuya, le sapin, ça. Vous verrez là-bas, ça pue, hein, mais au bout d'1 an. C'est bon. Il faut juste le mettre à moins d'1 mètre de haut et mettre creuser des andins perpendiculaires à la pente pour que l'eau elle descende. Ah oui, parce que si tu laisses un tas comme ça, au milieu ça restera sec. Ça va rester tout sec, hein, même 2 ans après. Tu vas être bon à le réétaler. Ouais, soit je vais faire venir le gamin pour qu'il le mette un peu partout. Comme ça, moi après je prends la brouette quand je fais tout à la main et je suis tout de suite au-dessus de ma parcelle, je perds pas de temps. Tu veux l'étaler là, le long. Là, tu vois, j'ai les tas de compost, j'ai plein de tas directement parce que sinon je perds du temps à faire des voyages. Donc tout doit être à portée de main. Ouais. Donc là on a aussi les restes de melons là qui étaient. Putain, j'en avais pour le dessert à midi, j'ai oublié de les sortir. Quel con. Quel con. Hein? Ouais, si vous voulez, avec plaisir. En plus il n'y a pas le gamin, on peut faire la fête toute la nuit, mais il faut quand même que je me lève à 5 heures. Hein. Et là tu vois, là, ça c'est les restes, hein, mais tu vois là j'en ai déjà récolté, ça reste correct, tu vois. Ils n'ont pas fini encore. Ceux-là ils sont quasiment bons là. Ils sont quasiment bons, mais là les Lunéville, c'était un ballon de foot, tu vois, est trop bon quoi. Juste par rapport au broyat, si tu mets en tas 1 an, c'est par rapport à la fin d'azote, c'est ça? Non, c'est pour qu'il précomposte, parce que c'est comme c'est que du sapin, tant que ça pue, c'est pas bon pour moi, ça doit sentir bon. Et en fait après, il faut faire gaffe aussi que les champignons se développent pas trop, sinon tu as des blocs que tu n'arrives plus à étaler. Okay. Donc limite c'est mieux que ce soit du résineux parce que quand tu as trop de feuillus, tu as un mycélium qui fait que tout est figé. Soit tu le mets tout de suite après le broyat, à l'automne, comme on le préconise, mais si tu le veux à volonté, il vaut mieux qu'il y ait un peu plus de résineux, j'ai envie de dire. C'est un peu l'inverse du discours officiel, mais sinon j'ai des blocs, je peux plus rien en faire quoi. Tu as le bloc de mycélium, quand il est sec, tu peux plus rien faire. Quand il est frais, je perds un temps fou à l'émietter. Alors ça sent bon, hein, mais c'est pas pratique. Et donc là, après, j'aurai, comme on voit là en bas, il y a 4 rangs de navets qui sont, il y en a 4 par motte et une motte tous les 15 cm. Et tu retrouves avec quasiment une ligne entière de navets qui se touchent, tu vois, qui sont empilés. Ça marche vraiment bien. Et du coup, les semi-directs dans un bois, nous on a déjà eu des fois des bois très fins, broyés très fins. Vous avez jamais essayé ça? J'ai essayé, le radis ça peut passer, mais j'aime pas, c'est quand même pas parfait.
J'aime bien quand ça lève. J'aime bien. Bon là, ça n'a pas voulu, tu vois. On voit juste au milieu, c'est un peu levé comme il faut, mais normalement, tu as tout de suite la forêt en quelques semaines. Hein. Et donc, comme j'ai un mélange de couleurs, de carottes, toi, il y en a qui sont mûres avant les autres, donc tu peux déjà sortir les premières. Et puis après, bon, on récolte en vidant la parcelle. Hein. Et là, pour le printemps prochain, si tu veux semer, le bois ne sera pas tout décomposé. Tu vas pas remettre de nouveau du compost par-dessus, là. Si. Si. En fait, on va dire... T'attends même pas que ça... Ici, non. Ça dépend ce que j'ai à faire. Si maintenant là, j'ai un semis de carottes à faire ici, je vais bâcher. Là, c'est des navets, donc il n'y aura plus d'engrais vert après, hein, ce sera en décembre, donc je bâcherai. Au printemps, j'enlève la bâche, je passe un coup de râteau. Tu passes un coup de râteau pour... Ça dépend. Parfois, s'il y a un petit peu de broyat comme là, c'est pour enlever les gros morceaux, en fait, tous les restes de culture. Mais là, je passe un coup de grelinette, on va dire, si c'est une jeune parcelle. Donc le broyat va un tout petit peu descendre, mais pas trop. Après, je passe un coup de râteau. Alors le broyat, il descend un peu sur les côtés ici, ou dans l'allée. Parce que sous la bâche, souvent dans les allées, tu as les rongeurs qui ont refait sortir la terre. Et puis je repars avec du compost par-dessus et de nouveau un peu de broyat. Tu enlèves les gros morceaux parce que tu as peur pour la carotte qu'elle ait du mal à descendre? Non, mon semoir il passe pas. Ah. Mon semoir c'est comme un râteau. Hein. Si je passe dedans avec des morceaux, je ramasse tout. Hein. Okay. Donc là j'ai trouvé le râteau à gazon avec les dents très serrées et arrondies. Tu passes, ça enlève que les gros morceaux sans rien toucher au reste. C'est assez sympa. Et la carotte, elle fourche pas du fait qu'il y ait des morceaux de bois Que dalle quoi. Franchement, si c'est rare que ça fourche et je pense que c'est plus un problème d'irrigue que de cailloux. Hein. Ça t'est déjà arrivé avec des broyats plus grossiers que celui-là, de faire une carotte par-dessus? Une carotte, je vais prendre une grille de barbecue et cribler quoi. J'ai des grilles de barbecue et je tamise pour la carotte. Okay. Le radis, je m'en fous. Pour l'année suivante, quoi. Ou l'épinard, mais la carotte, comme je sème 12 rangs en plus, tu vois, là, il faut que ce soit tip-top. Hein. Là, je me fais vraiment chier pour la carotte. Et là, j'ai pas été récompensé. Hein. Pas toujours récompensé. Non, mais j'avais des vieilles graines, vraiment vieilles. Je suis déjà content que ça ait levé, quoi. D'habitude, j'en achète un peu, quoi. Mais... Bah, ça va, t'as la petite zone ici, mais après, ça va. T'as le creux là, quoi, mais après, ça va, là-bas, il y a une bonne densité, je pense. Ouais, il faut les conserves pour l'hiver, tu sais. Voilà, et puis on peut continuer, s'il y a encore des choses à voir, ouais, donc là, c'est intéressant aussi. Bah, là, j'avais un mélange, là, on ne le voit plus trop. Sur cette planche-là, je commence par planter progressivement 4 rangs d'oignons, regroupés par 4. Ça se fait pas mal avec les oignons. Donc en carré tous les 25 cm, comme ma planche fait 1 mètre, hein, à peu près, hein, c'est pas exact. Et au milieu de ce carré, quand ils sont un peu développés, je vais mettre des betteraves. Là on voit aussi, vous voyez, elles sont par 4. Donc j'avais oignons et betteraves. Donc t'avais juste les oignons qui dépassaient entre. Là ils ont fané, hein, ils sont peut-être encore là. Enfin non, la Seb il avait récolté. Ah, t'as 1 kilo par motte, quoi. C'est là j'en ai plein, si vous en avez pas cette année. Hein, j'en ai plein. Hein. Je commence à les balancer même. Ah ouais. Et donc on voit donc à la conserverie à Metz là. Nous on a fait ça. Ouais, après. On leur a envoyé 60 kilos, on récupère je sais pas combien de Ce qui kilos. retourne au sol, c'est bien aussi. Oui, c'est sûr. Les trop grosses, de toute façon, c'est pas les meilleures. Bah justement, nous leur envoyé que les grosses. Eux, ils sont contents parce que comme ça, ils font la transformation plus simplement et tu récupères plein de pots, ketchup, n'importe. Ok, ok. Et faudra que tu me donnes l'adresse. Cool, ouais. C'est assez cool ce qu'ils font. Ils peuvent mettre, si t'as un petit logo, ils peuvent mettre ton logo sur le truc, tu vois. Ouais, écoute, je regarderai quand même. Bon, j'ai que ça en excédent, les courgettes aussi. Mais... Nous, je crois qu'on les récupère, alors je sais pas les grammes, on devrait les récupérer dans quelques jours, mais à 2,50 € le pot, et ils estiment que tu peux le vendre assez facilement. Ils ont des retours maintenant, ils ont pas mal de clients sur Metz. Ils estiment que tu peux le vendre assez facilement, quasiment au double, quoi. Ok. Et toi, t'as juste fourni les betteraves, en l'occurrence. Tu les ramènes là-bas? Ouais, c'est ça qui chiant, fait un peu chier, ouais. Mais à la limite, on peut s'entendre, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Si on y va déjà, nous... Ouais, là, on va devoir y aller bientôt, par exemple. On va devoir aller récupérer nos trucs. Donc, si jamais tu veux qu'on t'emmène... Ouais, faudrait que je vois, mais j'ai des monstres, là, je vais les balancer, parce qu'il faut que je bâche. Ça, là, je les garde pour l'hiver, un petit peu. Et puis, comme dit, alors, donc, on a en tout... il y a 3 rangs de betteraves et 4 rangs d'oignons. Ouais, les oignons, ils étaient là. Tac et tac.
Et franchement, les oignons étaient énormes aussi. Il y avait. Ça densifie bien la planche. Ouais, c'est ça. Hein, là, je sais pas si j'ai encore quelques oignons qui traînent. Il y en a encore quelques-uns. Tu vois, c'était quand même des trucs corrects, quoi. Hein. Et franchement, ça me. Tu l'as arrosé, les oignons, ça va, ils ont pas trop. Bah non, parce que la betterave, elle boit tellement qu'elle régule. Elle régule, ouais. Du coup, elle prend tout de suite et l'oignon, il n'a pas le temps. Enfin, en tout cas, c'est de l'oignon blanc aussi. Il y a peut-être des années où je vais changer d'avis, que je vais plus mettre les conservations ici, je sais pas. Mais l'oignon blanc, en plus, il est toujours bien droit. Donc il dépasse des feuilles. C'est vraiment, pour moi, optimisé, tu vois. Tu as le truc qui dépasse et la canopée en bas qui ferme tout. Et sinon, c'est le liseron qui ferme tout, de toute façon. Hein. Et là, j'avais une parcelle, donc petit pois reproduction et toutes les laitues. Que là, j'ai sorti. Et puis derrière, c'est une parcelle en fait, de vivaces normalement, mais comme j'avais plus de place, je commence à mettre les choux chinois aussi. Je vais mettre les choux chinois, comme je ne suis pas de la rotation. Je mets les choux chinois pour l'hiver et après je passe en vivace. Et après, donc ça c'est la nouvelle sole de l'année que j'ai créée cette année. Donc pendant 1 an, je bâche toute la parcelle. Bon, là, j'ai pas encore préparé la suivante pour une fois. Toute une saison c'est bâché. Et après, j'enlève la bâche progressivement. Je mets des pommes de terre avec par exemple des fèves ou des petits pois. Donc là, tu vois, il y avait un rond de pommes de terre de chaque côté, puis la fève au milieu. Et comme il y a du foin, ça occulte. Ça fait 2 ans où il n'y a quasiment plus d'adventices. Je passe de temps en temps pour soulever le liseron, tu vois, comme ça. Et puis ça l'affaiblit jusqu'à l'éliminer même par endroits. De toute façon, il ne me dérange plus tellement. Et pareil, je peux avoir 2 rangs de pommes de terre devant et puis un rang de petits pois derrière, ou du soja aussi. Des soja japonais, tu sais, edamame. Ça se mange comme les petits pois, mais tu récoltes maintenant. Donc dans les paniers, c'est cool d'avoir un équivalent de petits pois. Et après, donc, une fois que tout est récolté, je passe un coup de râteau, comme là. Je mets de l'engrais vert et puis je repasse un petit coup de broyat. Donc là, on voit la levée qui commence avec le liseron. On voit il y a tout qui commence à sortir. Il y a encore des patates. Et il y a peut-être encore des patates. Donc là, les patates, elles sont pas très belles parce que je les ai laissées traîner. Elles avaient déjà des pommes de terre quand je les ai plantées dessus, quoi. C'est étonnant qu'elles aient levé. Parce que normalement, c'est complètement blindé, tu vois. Tu vois plus le foin. Hein. Les patates, tu les mets juste du foin au-dessus ou t'enterres quand même? En fait, je les pose, je leur mets une poignée de compost à chacune. Comme c'est une parcelle qui n'a jamais été cultivée, je veux mettre la bactérie tout de suite dedans aussi. Parfois du broyat, si j'en ai assez, c'est très très rare. Et après le foin en grosse épaisseur. Elles mettent très longtemps à sortir, mais je trouve qu'il y a moins de doryphore. Mais que là maintenant j'ai une invasion là, depuis quelques semaines. Et ensuite, tu les bouffes pas, quoi. Tu les laisses. Non, non, je laisse comme ça. Parce qu'avant je mettais le foin après et ça prend trop de temps. Donc là je mets une couche, vraiment une grosse couche. Ça lève un peu plus tard et peut-être un peu moins. Il n'y a pas pire, tu vois, au début je mettais du broyat et quand elles sortaient, je mettais le foin autour de chacune. Parce que si tu remets une fois qu'elles sont sorties, c'est foutu. Bon, le temps que tu mets, c'est... Et même, nous on s'était dit, elles sont tout juste sorties, on peut peut-être en rajouter encore un peu. Ah bah non, je les mets autour. Ouais, parce que si tu remets grossièrement par-dessus, c'est fini. Ouais, c'est plus de photosynthèse, elles n'aiment pas beaucoup, c'est clair. Après, j'ai aussi des légumes, ce qui est intéressant, c'est la laitue celtus, je ne sais pas si vous connaissez. Ça c'est là c'est des porte-graines là-bas si tu veux, ce qui reste là à côté du grillage juste devant nous. Les graines, hein, c'est ça. En fait tu les récoltes comme ça. Elles montent en fleurs et tu récoltes la tige et quand tu l'épluches au milieu t'as un truc, c'est délicieux, hein, c'est de laitue asperge, je les appelle aussi. Ah oui, et du coup ça, pour les paniers à la campagne surtout, la façon de préparer ne change pas énormément d'autres légumes, mais par contre ça rajoute un petit plus, quoi. Donc nous on a le resto du coin qui nous a fait une petite recette qu'on a mis dans le panier. Parce que les gens, évidemment, ils ont envoyé des SMS, c'est quoi ça? Justement, j'allais te demander comment tu gères l'introduction de légumes un peu différents dans tes paniers. Là, du coup, c'est Seb qui l'a fait, mais il avait ramené le petit truc, la recette du resto du coin en plus, du gastronomique du coin, ça fait plaisir, quoi. Et ça, il vous l'a fait comme ça gracieusement? Oui, bon, je le vois 3-4 fois par semaine. Hein, donc des fois, ils n'aiment pas donner leur recette. Non, mais là, c'est juste le truc simple. Ouais, tu l'épluches comme ça, tu la fais sauter 2 secondes en rajoutant, je sais pas quoi, du vinaigre balsamique. Vous en a redemandé après, par exemple? En fait, le resto, il a tout acheté, puis il faut que je fasse une 2e parcelle l'année prochaine, quoi. C'est la courge d'été, ça.
Ouais. C'est le paillage. Par contre, laitue asperge, tu dis? Oui. C'est la variété? Bah, c'est une laitue romaine qui a été sélectionnée exprès pour monter et être récoltée au stade gros comme ça. Et elle est très bonne au cœur. Bon là elle est plus bonne évidemment, hein, elle a fini. Hein. Là j'ai encore quelques graines à récupérer. C'est celle-là, hein? Oui. Ah toi tu cherchais ça là-bas, pardon. J'étais sur cette vision là-bas. Donc en diversification c'est intéressant et puis ça, c'est un peu plus longtemps qu'une autre laitue mais ça couvre le sol. Là il n'y a plus de lumière qui passe. Hein. Et la reproduction c'est comme une laitue, le semis aussi, hein, c'est très simple à mettre en place. Et puis le prix est un peu plus élevé, hein, forcément, parce qu'il faut, pendant la culture, enlever les feuilles du bas, pour pas que ça pourrisse. Donc ça demande un peu de temps, mais avec de l'organisation, tu passes avec la main, tu sais, tu frottes autour du tronc. Et puis les feuilles, après tu peux les mettre dans l'allée ou la parcelle à côté. Vaut mieux pas les laisser dessus s'il pleut, parce que ça peut faire un petit champignon qui fait pourrir le tronc. C'est très très sensible. Bon, en Chine, hein, ils font ça partout. Tu les trouves où les semences? Chez moi. J'ai des sachets que j'ai ramenés là. Avant chez toi, c'était où? J'en sais rien. Peut-être ferme Sainte-Marthe, peut-être. J'ai tapé laitue Celtus sur Google et puis j'ai dû prendre le moins cher. Hein. Et après, bien sûr, j'en ai essayé des chinoises, j'ai essayé plusieurs variétés. Et puis avec l'avis du restaurateur et puis le mien, on trouve la variété déjà qui pousse le mieux et qui est la meilleure au goût. Hein. Et donc les engrais verts, là, si vous revenez d'ici un mois, hein, ça va être un gros bloc. C'est pour ça qu'ici je la ferai plus tard, sinon ça aurait fait de l'ombre aux choux qui vont pousser. Cette parcelle-là, normalement c'est la première, tu sais, je fais une après l'autre. Mais ça devient vraiment un bloc là, si c'est semé avant septembre, avant mi-septembre, ça devient immense. Donc c'est sorgho. Alors voilà, je sais même plus, en fait, si tu veux, j'ai des caisses avec plein de bocaux. Je prends mon seau et je regarde chaque bocal, je sais à peu près quelle saison ça pousse. Et j'en mets dedans, bon, c'est pas vraiment au pif. Je sais à peu près comment la facélie, le radis couvre le sol, tout ça. Et donc je mets ce qui pousse de la saison. Et quand le seau commence à se vider, j'en remets avec toujours un fond de seau d'avant. Et donc progressivement, les plantes changent. Un bocal de... J'ai un bocal de tagette, de cosmos, de vesse, de lupin, de blé, d'avoine. Je les fais ou je les achète. Ça dépend. Parce que là, tu les récoltes pas là, du coup, tes vannes. En fait, il y en a partout autour qui poussent. Il y a de l'avoine, dans les zones sauvages, la cardère aussi, qui est un cousin du chardon. Comme elle met 2 ans à monter en fleurs, ça te fait un pivot monstrueux et une rosace qui couvre le sol. Donc arrivé au printemps, lui, va encore une fois protéger le sol. Et avec un petit coup de bâche, en principe, ça suffit à le tuer. Et au pire, il faut le couper avec un couteau, passer... j'en ai pas beaucoup, hein. Mais un pivot qui descend aussi profond, franchement, c'est chouette. Hein. Après, j'essaye un peu de tout, hein, du souci aussi. S'il se ressème, tant pis, parce qu'en plus, je le récolte pour le vendre. Donc je prends un peu, c'est vraiment à l'arrache. J'essaie de prendre des trucs hors famille aussi. L'avoine ici naturalisée ici, donc j'ai des semences un peu partout à récolter. Le blé aussi, j'en ai pas mal. Donc le maïs aussi j'en mets, parce qu'il n'est pas vraiment dans la rotation. C'est un peu tout ce que je trouve, que je sais couvrir le sol. La tagette aussi, parce qu'elle va pousser très haut et elle va tuer, enfin neutraliser les petits vers, les nématodes. Donc c'est un mélange de démerde et puis après d'expérimentation. Mais j'achète le moins possible. Quoi. C'est pour ça que du coup, si tu avais ta petite batteuse là, tu pourrais passer... Je pourrais faire beaucoup plus de choses, surtout le trèfle. Ouais. Le trèfle, c'est chiant. Les céréales, je m'en fous parce que l'engrais vert, je le sème à la main. Donc s'il est blé, il est avec sa petite feuille autour, c'est toujours ça de matière organique en plus. C'est prévu comme ça. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc c'est de la démerde. Après, tu sais, l'avoine, tu remplis vite des seaux. Hein. J'en ai... Rien que d'aller au bord des allées, j'ai rempli mon seau de 20 litres qui me suffit pour 3 ans. Hein. Ça va vraiment bien. Et puis après, du coup, les plantes sont adaptées au coin.
Mais c'est le mélange maximal avec le plus de légumineuses possible, mais je mets pas de pois et je mets plus de févrole non plus, parce que c'est dans les familles de ce que je cultive. Et que la févrole, il faut la faire à la main, tous les 40 cm, si tu veux que ça donne vraiment un pivot qui va être homogène partout. Tu vois, Tu n'as pas dit que t'es certifié bio? Oui. Et du coup, voilà, févrole passé à la main, j'ai pas toujours le temps de le faire, peut-être avec un semoir. Il faudrait mettre en carré tous les 40 cm pour vraiment avoir des pivots qui vont partout. En fait, c'est le motoculteur, j'appelle ça, quand tu as l'engrais vert géant là. Tu as tellement de racines. Au printemps, je le couvre. Et quand j'enlève, surtout quand c'est bien humide, il n'y a plus que les grosses tiges de moutarde, de tournesol que je ratisse dans l'allée. S'il y a de la place, comme là, il n'y a plus de place dans l'allée. Et là, tu n'as plus besoin de travailler le sol. Hein. Alors là, tu t'as juste à semer, planter. C'est parfait. Hein. C'est comme si un motoculteur était passé au niveau de la texture, de la terre et meuble. Quoi. Tu mets quoi comme légumineuse du coup à la place? Alors de la vesse, du lupin, alors ça dépend de la saison, hein, 3-4 sortes de trèfles. Trèfle de Perse, trèfle d'Alexandrie, trèfle incarnat, je ne sais plus lequel encore. La vesse, ça c'est proche de la perfection, hein, la façon dont ça couvre le sol, toute la végétation. Ça peut être du mélilo, mais il faut gérer, parce qu'il est vivace, enfin il est bisannuel, donc il faut le gérer. C'est un petit peu pareil au gré des récoltes et de ce qui me reste dans mes pots. Et de ce que j'expérimente, tu vois, sur les sites, je vais toujours voir ce que j'ai jamais essayé, et puis j'en prends, surtout si c'est pas de la même famille botanique que mes légumes, quoi. Ça c'est le plus important pour moi. Même si avec une telle intensité, je suis pas sûr que ce soit très important, et c'est le recul que tous ceux qui font comme ça disent, ils font même plus gaffe aux rotations après. Mais moi je reste quand même, c'est un jeu pour moi aussi de faire la rotation la plus parfaite possible. Après la rotation c'est surtout parce qu'elle est imposée aussi dans les charges. Oui, il y a ça aussi effectivement. Et en plus, ouais, d'un point de vue, j'imagine pour la diversité dans le sol, c'est sympa aussi d'avoir un petit peu de sucre de betterave, enfin de chaque plante qui met son petit, qui apporte ses petites choses. Quoi. Se mélange comme ça, est-ce que ça finit pas par tout se mélanger? Si aussi, parce que là, effectivement, le haricot qui est là, c'est un parasite, il est là, et il y en a un qui peut revenir l'année prochaine. Hein. Et inversement, ça va aussi enrichir ce que tu vas mettre là, va aussi un petit peu enrichir ce qu'il y a là. Je pense pas que ça se limite. Non. Enfin, je sais pas si tu as déjà expérimenté. Oui, par la force des choses. Hein, et... En théorie, la mycorhisation des sols fait que les éléments. Mais de toute façon, après comme dit, le jeu de la rotation, moi j'aime ça en hiver, pendant toute la nuit, c'est comme un jeu vidéo, quoi. Je m'amuse à, justement, tu as les associations de culture, plus la rotation, plus le fait que ça tape beaucoup dans les ressources du sol ou pas. Pareil, l'ombrage à gérer au fur et à mesure de la saison, donc c'est vraiment un jeu. C'est rigolo si t'aimes ça. Hein. Et c'est toujours de caser un truc en plus, en perdant le moins de récoltes possible. Les betteraves, les oignons, c'est des trucs qui peuvent attendre, quitte à stagner un peu, et puis dès que tu as enlevé l'autre culture, ils ont une capacité à revenir. Tu le fais pas avec une laitue ou quand c'est trop tard, c'est trop tard. Du coup, t'as pas maintenant des carrés ou des jardins types qui se déplacent complètement Si, chaque sol de 6 mètres, il y en a 5 là, il y en aura une 6e, peut-être que je la ferai pas, se déplace. Tu déplaces quand même une zone. Toute la saule se déplace, mais elle est composée quasiment de la même chose, mais pas au même endroit. Ouais, tu te laisses un peu après d'ajustement. Mais... Et voilà, et puis il y a plein d'expérimentations en cours, donc ça change tout le temps. Mais la rotation agronomique est respectée. C'est-à-dire que ça va changer, mais... Pas de zéro tous les ans. Non. Ça peut arriver que je dois faire un compromis. Un peu type que tu essayes de... Je pourrais faire ça, mais ça me... je fais tellement d'expérimentation que j'ai pas des patterns prédéfinis, puis ce serait un peu plus chiant. J'aime bien quand c'est un peu moins... je pourrais faire des patterns que je reproduis à l'infini. Il y a des grandes lignes, effectivement. Carottes, haricots, les trucs qui marchent trop bien, effectivement. Et donc Dina, par exemple, si sur ton premier îlot, ta légumineuse elle est sur la première planche du premier îlot, oui. Sur le deuxième îlot, ce sera sur la deuxième planche du deuxième îlot, le troisième îlot, parce qu'il y a des légumineuses un peu partout en fait. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que tu as 5 îlots, ok? Ouais. La première planche, c'est toujours la même partout.
Donc ma rotation, elle est basée, c'est planche par planche. Donc la première planche, elle va tourner pendant 5 ans. Donc c'est du haricot, il reviendra qu'une fois tous les 5 ans. Le chou aussi, le navet, chaque plante ou famille, bon, la famille du chou, c'est difficile d'en mettre qu'une fois tous les 5 ans. En hiver, il n'y a que ça, quoi. Mais je ne mettrai jamais 2 fois du chou, quoi. Le chou, c'est une fois avec la hernie, tous ces trucs-là. Mais il y aura du navet, du radis, mais j'essaie de le faire revenir 2-3 ans d'un coup. Et puis après, pendant les 2 ou 3 ans à venir, il n'y a plus du tout de crucifères. Au niveau des maladies, si tu avais du chou ici, que l'année d'après tu as du chou là, si tu avais des parasites sur la planche là, ça se transfère pas sur Je sais pas. planche? Pour l'instant, moi j'en ai pas vu et tous ceux que je connais qui cultivent comme ça, moi je sais pas s'il y en a ici, mais je connais personne qui avait des côté comme ça, des problèmes sanitaires particuliers en fait. Il y a un tel enchaînement derrière avec les engrais verts, ce qui vient avant, pendant, après. Si ça arrivait, je reconsidérerais tout, mais je suis assez confiant. Mais oui, tu as raison, hein, sous la serre, par exemple, comme là j'ai qu'une serre que je fais et elle faisait le double avant, mais elle a été amoindrie par la tempête. J'ai que en culture principale tomates, concombres. Cette année, j'ai eu quelques problèmes que j'ai jamais eu, donc là c'est possible que j'ai un truc. Ça reste correct, mais j'ai par exemple mes plants sur une parcelle, et toutes les feuilles qui ont bruni d'un coup, et puis ils sont repartis. Ils sont repartis, mais j'ai perdu toutes les feuilles, et puis après c'est reparti. J'ai jamais vu ça sur une tomate. Bon, c'est quand Yannick il est passé à Loubet, puis il a dit, ouais, il a vu beaucoup de maraîchers cette année qui ont eu ça. Donc voilà, enfin. Et le temps, il était comment? Il faisait froid? Il faisait chaud, c'était caniculaire. Hein. Là, c'était vraiment terrible. Hein. Donc c'est peut-être ça. Mais c'est qu'une planche au milieu, même pas celle du bord, qui prennent le soleil. Donc je sais pas, la variété. Ou le sol. Donc l'idéal, enfin moi ce que je veux, c'est une serre mobile. Que je puisse vraiment faire des rotations avec un arrosage à l'eau de pluie et pouvoir faire des engrais verts. Parce que sous serre, là je vais devoir faire des engrais verts cette année, mais je vais sacrifier les carottes et tout. Les maigres récoltes de l'hiver. Voilà, bon, on peut descendre, on peut faire un petit tour de la serre. Donc le reste c'est que de la prairie et puis des arbres là-haut, quelques fruitiers, il n'y a pas grand chose à voir. Et donc là parfois j'ai pas le temps, tu vois, le soir, alors je passe vraiment un coup de râteau, je mets l'engrais vert, au moins ça c'est déjà fait. Ouais. Je fais la suite plus tard. C'est quand t'as plus le temps de commencer un truc, parce que quand il fait chaud je peux pas débâcher. Là je l'ai fait pour montrer un peu, mais je peux pas débâcher 3 jours avant, parce qu'après c'est tout sec. Ouais. Parce que souvent sous la bâche il reste juste un peu d'eau. Ouais. Donc là bon, on a un petit jardin où la rotation fonctionne par 2 planches, comme c'était la serre avant, donc ça équivaut à peu près à une grande. Donc là j'ai par exemple les poivrons au milieu et puis les haricots, ceux-là ils ont réussi. Sur les côtés, et puis le basilic, oui, toujours, je le coupe pour le mettre en mulch après. Voilà, c'est un peu tard. Non, il n'y a personne qui en veut. Et par contre je ferai les semences, et puis sinon ce qui est très intéressant en séchage, quand on sèche la feuille, en fait en 3 mois elle perd son goût. Par contre si tu sèches ça, ça gagne du goût au bout de 1 ou 2 ans, l'optimum en goût. Ah ouais. Ça peut presque remplacer le poivre tellement c'est violent. Et t'as pas besoin de faire gaffe parce que la feuille elle noircit, elle devient moche. Là je peux le récolter le matin, le foutre dans le séchoir ou même dans un sachet de la cabane de chantier là, et ça sèche. Tu vois, c'est pas du tout fragile. Et tu l'utilises du coup Et je l'utilise, alors ça c'est pour cuisiner. Et quand j'ai le temps, je fais sécher de la tomate aussi que je mets en poudre. Je mets le basilic en poudre et un peu de thym que je mélange avec du sel de Guérande. Et je fais des petits bocaux qui se vendent bien pour Noël. Ça fait beaucoup de boulot, mais ça à 7 € le petit pot. On se fait les plus-values sur les trucs transformés. Bon, on vend en perte si tu comptes les heures, mais comme d'hab, oui. on connaît notre boulot. Hein. Et donc là, on a quelques petites associations. Donc là, avant le pois, je le mettais toujours au milieu. Et en fin de compte, le soleil du matin et de l'après-midi, c'est pas tout à fait le même. En plus, je suis pas exactement nord-sud. Donc là, j'ai essayé de mettre les cultures d'un côté et le pois ici. Ce qui permet de le récolter quand même assez bien. Des 2 côtés, ici c'est aussi jouable.
C'est un peu moins ergonomique, mais ça va, comme il se récolte assez haut. Donc globalement, ça va. Et là, on voit, il y a deux rangs de laitues qui deviennent quand même assez belles, hein, et puis le pois qui pousse. C'est un peu chaud sur les planches de 80. Ici, c'est des planches de 80, mais sur les planches d'1 mètre, ça passe impeccable. Pourquoi t'as des planches de 80 et d'autres... Alors pourquoi? Parce que sous la serre, ce qui m'intéresse, c'est plus la culture principale que les associations. Donc il fallait que je mette plus de culture principale, donc il me fallait plus de place, plus de planches, et donc là-bas c'est plus les associations, pouvoir rajouter une petite ligne en plus. Au lieu de mettre 2 rangs de choux, tu peux en mettre 3. Donc c'est plus comme ça, quoi. Et là-bas on peut voir sur le quai d'été. Celui-là, je ne sais pas si vous connaissez, le noir de Toscane, il se mange sans avoir gelé. Et on voit la mâche en dessous, parmi les mauvaises herbes aussi, mais il y a la mâche qui est déjà en cours de récolte. Qui couvre le sol, qui coûte rien au final, hein. Je passe un coup de semoir vite fait, puis je mets le broyat et puis je plante. Toujours le broyat avant de planter, parce que sinon c'est la merde, hein. Le petit plant avec les copeaux dessus, ça marche pas bien. Et tu ramènes jamais potasse, phosphore, azote, je pense que dans le broyat, tout ça, il y a... Pas de purin, pas de... Les purins, j'ai mis cette année pour la première fois, comme j'avais des problèmes sous la serre, j'ai mis un petit peu, mais j'ai pas le temps. Ici, il n'y a rien, quoi. Non. A priori, hein, quand il y a assez de matière carbonée, ça se suffit, hein. Après, s'il faut, j'exclus pas de demander du fumier de cheval et de faire un petit compost spécial pour les concombres, certaines cultures un peu sensibles. Et le purin, t'as pas le temps d'en faire ou t'as pas le temps de le faire à l'arrosoir? Tu sais, il faudrait un truc où je puisse arroser à partir de la cuve, parce que sinon remplir l'arrosoir, même si c'est petit, c'est déjà chiant, quoi. Ouais. Parce que il y a les dosatrons là qui existent. Oui, j'en ai entendu parler, peut-être un jour. Tu l'achètes une fois, tu le mets sur ta cuve de 1000 litres où tu as fait un gros purin, et puis... Ouais, ça j'y songe un jour, quand j'aurai des serres, des trucs, après. Bon, en même temps, si tu arrives à fonctionner sans... C'est ça, mais le purin d'ortie, je pense que ça peut quand même... surtout pour les concombres, tomates en milieu de culture, tous les 2 mois, tu vois, mettre un petit coup, ça lui referait du bien, quoi. Histoire de réactiver tout ça un petit peu. Et là on a les edamame, donc le soja qui se mange comme du petit pois, si les rats m'en ont laissé. Donc on a des petites cosses, bon là il n'y en a qu'une dedans, mais ça, si vous voulez en cueillir, vous pouvez goûter, hein, c'est super bon. Ça se cuit vraiment comme le petit pois. Et sur les côtés j'avais soit de la laitue ici, soit de la betterave Forono, là, celle qui monte, que les rats m'ont aussi bouffé. Il fait quoi, Sam, là? Oui. J'ai pris les mycorhizes parce que j'ai essayé la première année sans, c'était pas beau à voir. Parce que là, je sais pas si elles ont pris. Là, elles ont pas pris. Mais quand elles ont pris, tu verrais les boules qu'il y a dessus, c'est facile là. Il y en a une petite, enfin une petite. Vous voyez la taille du truc, quoi. Mais d'habitude, il y en a partout, hein. Il faut regarder les plus vertes. Elles sont en cours de récolte, là, hein. Si vous voulez goûter, hein, servez-vous. Même cru, c'est bon. Et ça, c'est intéressant. Pareil, nous, la clientèle, c'est les gens de la campagne. Donc, il ne faut pas des trucs trop exotiques. Mais ça se prépare comme un petit pois. Donc, il suffit de leur dire ça. Et puis c'est trop bon, et puis sinon juste tu le blanchis, tu mets du sel dessus et puis tu le manges, t'arrives plus à arrêter. C'est mature ça? Bon, c'est des trucs pour l'apéro. Quasiment, ça. tu peux déjà manger. Il faut que ce soit un peu plus musclé, faut qu'il y ait un peu plus de poids. Et ça, tu vois, la diversification, pareil, ça me permet de rajouter de ma rotation encore une légumineuse. Donc ça fait que j'en ai, si tu regardes ici, j'ai une rotation sur 1, 2, 3, 8 sur 8 ans, enfin 2 fois 4 ans en vrai. Donc j'ai du haricot, du pois, de la fève et du soja, tu vois, qui passe. Ouais, donc il y a quasiment chaque année une légumineuse sur chaque parcelle sans compter les engrais verts. Parce pour EcoCert, ça n'existe pas les engrais verts. Ça c'est vrai. Oui, parce qu'on est comme... Ouais. Alors que c'est ce qui est le plus efficace, quoi.
C'est un peu la limite. Bah oui, vas-y, bon là il est pas vendable de toute façon, donc tu peux y aller. Hein. Faut attendre les mauvais temps pour que je puisse le vendre. Ah oui, parce que là tu mets du chou, tu ouais. balances. Hein. L'hiver, Ouais, là c'est. Puis moi je veux que je veux pas de légumes moches chez moi. Là je les vends pas, les légumes moches ils restent sur terre. Hein. Et il n'y en a pas tant que ça au final que tu jettes. Hein. Ouais. Bon là j'avais pas prévu cette chaleur là, je crois que les navets là-bas. Bah, c'est pas grave, hein, je ressème jusqu'à ce que ça fasse. Hein. Ouais, enfin bon, des fois. Moi je me lasse pas. Bah, je vais recommencer le sème 3 fois. Je fais sur une planche, j'ai 120 mottes à chaque fois avec 4 graines dedans. Ouais. Donc j'ai vite rempli la parcelle, là. Ça y a 2 caisses là, hein. 2 caisses et demie. Donc c'est vite rempli et ça me prend pas beaucoup de temps. Hein. Et le maïs, là, tu arrives à le vendre directement aussi dans tes paniers? Bah, du coup c'est le restaurateur qui me prend tout là. Mais sinon dans les paniers je pense que j'en placerai. Les gens n'ont pas trop l'habitude de manger. Non, ils n'ont pas l'habitude ici, mais une fois que tu as goûté, c'est fini. Hein. Bah, ça n'a rien à voir avec le géant vert. Ça c'est une parcelle là en bas qui est intéressante aussi parce que j'y croyais pas vraiment, j'avais bâché pendant 3 ans. Et je me suis dit il faut quand même que je fasse quelque chose. Et j'ai foutu les plants de courge et le maïs et puis bah ça a tout envahi. Mais d'un point de vue du relief, tu vois, on rejoint les trucs, l'agriculture keyline, tout ça, c'est qu'on est dans la zone où ça devient plat. Donc, tous les nutriments, tout le lessivage, il s'est accumulé là-bas. Et puis bah c'est bon, bien sûr, après il faudra aussi s'occuper du sol, mais la première année là, c'est assez miraculeux. Hein. Enfin pour moi, hein, c'est du Golden Bantam, mais je vais passer au... On en a parlé avant, là, je sais plus, Evergreen qui monte beaucoup plus haut. Et donc ça c'est encore Yannick Loubet là, qui m'a dit, il fait la mille pas, haricots, maïs, courge. Et donc en fait il fait le maïs en godet. Donc tu plantes tes courges. Et quand tu plantes ton maïs, dans le trou de plantation, tu mets tes 3 graines de haricots et tu mets le godet au-dessus. Et donc le haricot va germer, pousser au-dessus du maïs qui est un peu d'avance. Et le Evergreen, je sais plus quoi, il est beaucoup plus haut. Et t'as pas besoin de l'arroser quasiment. Ah oui, alors que là t'es quand même obligé. Celui-là oui, celui-là il faut. Bon j'arrose pas beaucoup, 3 fois moins qu'ailleurs. Mais pourtant. Bien vert là quand tu vois, même vers chez nous là, ce qu'ils ont arrosé. Mais là je pense que il y a une réserve dans le sol, je pense qu'il y a une accumulation. Oui, puis t'as du fait qui maintient le sol à l'ombre en permanence. On va faire que ça maintienne de la fraîcheur. Parce que là j'ai rien mulché du tout. Hein. Ça vaudrait le coup toi d'envoyer la photo au maïsiculteur. Ouais. Bah, d'habitude justement quand je passe en bagnole, je dis oh, j'ai du retard, là cette année c'est bon. Non mais j'ai de l'eau, s'ils avaient arrosé, j'ai quand même arrosé. Ceux qui arrosent, nous il est jaune quand même. Hein. Parce que j'arrose quoi quand même toutes les 2 semaines au moins, j'arrose un petit coup. J'arrose 1 heure toutes les 2 semaines avec les Gardena là, ceux-là. Là. Ils sont bien ceux-là les grands, hein, les XL. Moi j'en ai juste un qui me dépannait. Et... Là il m'arrose 6 planches ici. Et donc j'en mets 2. Donc j'ai 6 planches arrosées en une demi-heure, c'est correct. Oui, ou en ce moment qu'il fait chaud. Mais ça va quand même. T'as quand même de l'évaporation, t'as pas. Avec le broyat, franchement, ça reste raisonnable. Oui, quand même, ouais. Ah, quand même, c'est quand même une saison, on va taper le tour, quoi. C'est le désert, quoi. Faudrait pas qu'il y ait le feu, là. Hein. Puis après, voilà, on a juste encore la serre en culture. Et là, c'est du pissenlit, Non, c'est pour faire des endives. La chicorée endive, je sais plus quoi. Ouais, j'essaye, parce que c'est vrai que les paniers en fin d'année, c'est un peu dur. J'en tiens quelques-uns jusqu'en décembre, janvier parfois, alors, avec les restes, alors ça fait du bien d'avoir du frais. Mais là, il n'y a rien. Là, ça fait 2 poubelles comme ça, hein, même pas. Là, c'est vraiment rien, c'est juste laissé. Et après, on verra. Je pense par exemple, peut-être avec le melon, qu'elle prenne le dessus après sur le melon, je sais pas. Il faudra trouver une association convenable. Ok, mais l'idée c'est vraiment que tu puisses mettre dans des paniers des chicons. Oui, bah déjà pour moi, et après de mettre des chicons que je peux faire de la cave chez mes parents qui convient bien. Ce serait l'idéal parce que ça, c'est une diversification, ça se récolte facilement. Il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'on peut l'organiser. Et puis, comme dit, de la vitamine en hiver, c'est quand même cool. Hein. Ouais, puis en bio, de l'endive. Et puis c'est meilleur que la scarole, les trucs là, quoi. Hein.
Mais bon, j'ai pas encore la réponse. Je vais peut-être arracher mon sol, je vais peut-être plus jamais en faire parce que je vais devoir arracher. Je vais devoir l'éventrer à une saison où je pourrais plus mettre d'engrais verts. Hein, donc j'essaye. C'est un peu comme le poireau, tu vois, c'est un peu chiant. Parce que tu abîmes le sol et après il se retrouve à nu tout l'hiver là. Ouais, mais moi je me dis que ça fait l'incorporation, tu sais, souvent sur les chaînes, t'entends qu'ils disent qu'il faut incorporer un peu des fois la matière. Moi, ouais, mais j'aime pas une motte qui reste. J'aime bien quand c'est. Tu sais qu'il n'y a pas d'aspérité que t'aies pas le phénomène de crête. Si on peut pas semer d'engrais verts, on repaille directement, on remet voilà, du bois par-dessus. c'est encore le mieux. Soit tu fais comme ça va. Comme ça tombe un peu au fond, tu sais, t'en as à toutes les profondeurs, je me dis que ça peut. Ouais, la paille c'est une bonne piste. Hein. Bon, moi j'en ai pas, mais. Bon, ça pourrait être du foin. Hein. On préfère le bois maintenant. Mais c'est pas pareil. Pour ce que tu as dit, le foin, le paille, c'est mieux. Pour protéger le sol mécaniquement plus longtemps. C'est en hiver, tu t'en fous, ça traverse la flotte. Hein. Ouais. Mais je pense aussi que les rongeurs, ils sont peut-être mieux dans la paille que dans le bois. Oui, bah, ils travaillent le sol. Hein. Ouais. C'est le boulot. Hein. Après, ça se régule aussi. Ouais, tu vois, elles ont. D'un coup, certaines ont jauni. Et après, elles sont reparties d'un coup aussi. Hein. Bah, du coup, j'ai rarement vu les serres aménagées dans ce sens-là, c'est pas mal. Bah, j'ai pas parce que c'était censé être une serre à plan, donc est-ouest. Et puis par la force des choses, on a cultivé. Et puis j'ai dû faire comme ça, le goutte à goutte il passe ici. Mais au final, c'est pas mal parce que cet espace-là, ça fait nouveau rentrer de la lumière au milieu. Ouais. Donc c'est pas si mal. Il n'y a pas beaucoup d'espace de perdu. Hein. Mais bon, là-dedans, il n'y a plus trop d'associations de culture. Tu avais des haricots tout le long qui montaient jusqu'à là. Où tu récoltes, quand les tomates sont plantées tôt, tu vois, il y a vraiment tout le contraire de la concurrence. Hein. Prends ce que tu veux. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est bon là-dedans. Bah, c'est les bâches là. Hein. Oui, t'attends à ce qu'il fasse plus chaud que ici, on va prendre une claque. Alors ça a changé ça. Hein. Mais c'est pas que l'étoile, hein, parce que dans nos serres il fait plus chaud qu'ici, mais c'est parce que comme t'as agencé, je sais pas. Puis c'est ouvert sur les quatre côtés. Ouais, hein. c'est ouvert, il y a plus d'air qui circule en fond de terre. C'est fou, hein. Mais bon, elle est haute aussi. Elle est haute. Oui, et puis ouvert sur les quatre côtés, c'est super long. Hein. Mais là l'année prochaine, moi je fais principalement celle-là, Rose de Berne, Cornue des Andes. Et... Rose de Berne, t'as bien aimé? Bah, c'est la meilleure qu'on ait. Hein. Arrête. Elle est délicieuse. Hein. Rose de Berne. Vas-y, si t'en as une qui est bonne. On n'a pas de goût de tomates en plus. Non, mais attends, vous devez voir une fois, franchement, pour moi, elles font partie des meilleures. Enfin, celles qu'on a. Pareil, la cœur de bœuf. J'ai dû en racheter 5-6 fois avant de trouver celle qui était bonne. Hein. Pourtant, elle s'appelle toute cœur de bœuf. Hein. Y a quand même je mange pas devant la caméra. C'est celle de Biogerme, la meilleure. Enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'elle est. Comme un cochon. C'est une des meilleures que j'ai. Hein. Pedro, ouais. tu cherches de la chair, couille de taureau à la faire ça de là. Bah non. Couille de taureau. Ouais, je vais essayer d'en garder. Mais déjà le nom commercialement c'est chaud. Ouais, déjà, ça fait les gens, mais en plus, ils reviennent, elle est pleine de chair, elle fait des tomates qui font 900 grammes. Je peux demander à Pedro, c'est quoi la chose? Ah, c'est vrai qu'elle est excellente. Mais ouais, j'en ai une cœur de bœuf là-bas qui est un peu comparable. Le restaurateur, il l'aime bien parce qu'il taille des tranches pour les faire poêler comme un steak. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est la seule qui le fait. Celle-ci, moi j'ai plus que en chair, j'ai plus que couille de taureau et ananas. Moi en fait, parfois c'est les mêmes variétés et je prends chez plusieurs semenciers jusqu'à trouver celle qui est le bon goût. Parce qu'elles n'ont pas toutes le même goût à variété égale. Hein. Et là j'en ai 3, la cornue là pareil, hein, j'ai mis du temps à la trouver. C'est un gars de ma famille qui m'a filé les graines. Et la rose de Berne et puis la cœur de bœuf classique. Hein. La plante violette que tu as là, Pedro? C'est du shiso. C'est le basilic japonais. En fait, ça c'est une levée spontanée, mais j'en vends pas mal encore une fois au resto, hein, nulle part ailleurs. Et puis de temps en temps, je le coupe à ras et puis je le fais en mulch. Ça fait du chop and drop, comme ils disent. Ouais, c'est vrai que là, on voit encore, tu vois, il y a encore quelques haricots qui étaient au pied des tomates tout le long. T'as vu, ils donnent encore, je les ai semés en avril, quoi. Bon, c'est négligeable, mais c'est mieux que dehors, là où ils sont. Du coup, là, c'est est dans le même sens. Ouais, donc dans le sens là, quand même un peu chiant pour passer avec des brouettes, des trucs comme ça, mais ça va, il faudrait presque une brouette ou un chariot, tu sais que tu peux pousser dans les deux sens. Ouais, est-ce que tu ferais pas mieux de le faire de l'extérieur, tu sais? Tu laisses la brouette dehors et tu fais intérieur, extérieur, et après de l'autre côté. T'es séché de tome. Ça c'est pour pas la vrai. traduction, ça veut dire que c'était pas con.
Ah ouais, c'est pas con. Bon, après, je serais obligé de sacrifier les orties là. Ouais. Les rats, ils aiment bien être là-dedans avant de bouffer les tomates. J'en prends soin, tu vois, de mes rats. Salopard, quoi. Ah, tu verras les endroits, je te montrerai après comment ils m'ont bouffé les trucs. T'as le passage sur le plant de tomates, je crois que j'avais du mildiou. C'est le passage des rats avec les griffes, c'est devenu tout brun, quoi. Là, j'ai les nerfs cette année. Hein. Ni les rats, ni les souris, que les mulots. Ah ouais, la mienne, tout animal vivant. Et les musaraignes, il les tue même plus maintenant. Il les voit, il les tue plus, il les renifle et puis il les laisse. Donc, franchement, bien joué. Hein. Ouais, la mienne, elle m'a ramené une boule. Putain, mais moi j'aurais trop les boules qui sont. J'étais pas content. Et puis qui s'en prennent une, quoi, une morsure, quoi. J'ai pris un chien, il me chopait les rats. Je prendrais, tu vois, un terrier plutôt, comme c'est des terriers, c'est un terrier. Oui, c'est aussi un terrier. Moi, je voyais plutôt les teckels terriers, tu vois. Il y a des ratiers qui des ratiers. Mais c'est un border, mais a priori, c'est un collègue qui fait de la pondeuse. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a des poulaillers mobiles et il inonde les terriers. Ouais, ça sort. Ils sortent et c'était pas prévu au départ et c'est son border. Et là, c'est la fête, quoi. Et ils sont déjà à moitié surpris de se faire inonder. Oui. Et c'est le chien qui s'amuse. Excellent. Moi, j'avais des problèmes de rats et puis avec les escargots, c'est pareil, ils bouffent une saison d'élevage. Ils bouffent les escargots? Ouais. Ah bah tiens. C'est des... Oui, ils bouffent tout. Ouais, ils bouffent tout. Et puis les escargots, c'est des confiseries pour eux. Ah ça, je savais pas, tu vois. On pourrait bouffer les escargots ici. J'ai pas beaucoup de gastéropodes. Forcément, en pente au sud. J'ai eu une attaque l'année dernière, tu retrouves des tas de coquilles comme ça. Sérieux? Ils grignotent. Et puis remettre ça en tas, bien pour moi, je retrouve mes carottes, ils les sortent, ils les défanent et ils les empilent sous une bâche. Quoi. Donc, je soulève la bâche et je vois toutes mes belles carottes, tu sais, grandes comme ça, petites, comme pour les enfants. Là. Et putain. Ouais. Donc là, normalement, il y a des carottes pour l'hiver. Je ne les ai pas semées cette année. Hein. Ah, c'est plus la peine. Hein. Là, je vais les faire crever là, de faim. Non, mais ici, ça risque pas. Hein. Non, moi je vais les piéger. Mais j'arrive pas à les piéger à la maison, j'arrive à les piéger. Ce qu'il y a autour des volailles. Mais là, ici, j'arrive pas. Je chope plus de hérissons que de rats. On n'arrive pas non plus. Tu sais, j'ai un piège-cage là, donc j'ai plus souvent le hérisson que je vais libérer qu'autre chose. Après, les chats. Hein. Bah, j'ai des chats, je croise des renards et des fouines en pleine journée. Donc, je sais que ça va venir. Mais c'est encore en année. Moi je pense la paille, nous on pense avoir fait le constat que pailler tôt à l'automne. Tu vois, nous on fait paille plus occultation. Donc en fait ils ont tout l'automne, hiver, début du printemps. Bah la bâche, de toute façon il n'y a pas le choix, mais je pense que la régulation se fera quand même. Mais c'est sûr que sous la bâche, moi à chaque fois que j'enlève une bâche, il y a pas un abri de rats. Hein. Et pourquoi tu fais des longues occultations en hiver aussi? C'est assez rare. Ouais. C'est assez rare, là il y a le foin plutôt, mais au printemps en fait, dès le début du printemps je fais des occultations. Dès la mi-février même, pour certaines. Et au fur et à mesure, ils s'installent en dessous. Après, j'ai tous mes tas de compost qui sont bâchés. J'ai les bâches qui sont rangées aussi. Et chaque truc posé où le renard ne peut pas aller en dessous, ils y sont. Hein. C'est du rat ou du ratopier? Du rat. Ah, vraiment, du rat brun, du surmélo. Le ratopier, il n'y a pas de problème. S'il me bouffe un concombre, je fous le piège et puis dans la demi-heure, il est chopé. Hein. C'est-à-dire quand il me fait un dégât que je ne supporte plus, qui me fait trop mal au cœur, j'en chope un. Ou un arbre, là j'en chope juste un et puis après je les laisse. Mais c'est pas systématique, tu vois. Tant que je constate pas de dégâts, je les laisse. Parce que l'infiltration de l'eau, c'est pas rien. Hein. C'est un bon boulot qu'ils font. Hein. À l'échelle du terrain, c'est indispensable. C'est pour ça ils ont leur place, mais enfin, le rat par contre là, c'est les dégâts, ça se chiffre en largement des centaines d'euros cette année, hein, si c'est pas plus quoi. En Auvergne, par exemple, ils ne font pas de MSV à cause du ratopier. Ils en ont tellement en fait qu'ils sont obligés de faire du labour. Mais je te vois, je pense qu'il y a d'autres solutions, mais il faut attendre qu'elles se mettent en place. Ouais. Et voir leur intérêt aussi. Et des fois, au printemps, ici, les arêtes ici, partout je peux passer mon doigt, c'est des galeries, je me demande comment est-ce qu'il y a un légume qui pousse là-dedans. Et pourtant, j'ai très peu de pertes. De temps en temps, un petit concombre et encore, on voit bien C'était pareil là cette année. Qui sont là. Sous le tunnel. Alors comme j'ai mis un peu d'engrais et tout, ne jugez pas. Et j'ai mis qu'une ligne de goutte à goutte, j'ai mis ma bâche
Et j'ai réarrosé pour que l'engrais se décompose, machin et tout. 2 semaines après, j'ai planté mes aubergines. Et j'étais à la main. Et à chaque fois, j'étais là, purée, mais. Ah, t'es dans la galerie. Purée, mais encore. En fait, Ouais, ça c'est tout le temps. Ils ont suivi le goutte à goutte déjà. Et je me suis dit, je vais me faire déglinguer les aubergines. Dans 2 semaines, il n'y aura plus rien. Et c'est bon. Nickel. Donc, comme si soit ils sont pas revenus. Est-ce qu'ils nous ont sentis ou quoi mais... Non, je sais pas. Il y a des années, ils font mal, et des années. Ouais, ça dépend. Mais on me dit que ça commence sur les poireaux, sur les céleris, que ça commence au début de la ligne. Là, tout de suite aussi, je mets un petit piège vite fait. Et puis c'est. Tu chopes un en général et c'est bon quoi. Top 4. C'est top 4 là, des tubes. Donc quand la terre est trop meuble, ça marche pas. Donc ici, j'ai souvent beaucoup de mal. Parce que dès que tu prends la tarière, bah, tout s'effondre. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué, donc je suis obligé de chercher la galerie jusqu'à les allées où là, je peux poser quoi. T'apprends à attraper. Ouais, ça c'est. Ça peut être dangereux aussi pour le kleps. Pour, il faut l'incorporer. Ouais, là, je peux pas. Là, il faut passer au motoculteur et tout. Ah ouais, non, nous ce qu'on fait par exemple, on le fout avant le compost par exemple. Comme ça, il est en dessous déjà. Oui, c'est un engrais en plus. Hein. Ouais. Un peu d'azote. Ouais. Bah pour l'instant, moi, ça reste supportable. Hein. J'ai une courgette tous les 2 mois qui se fait bouffer. Enfin. Broyer en semoule quoi. Ouais. Ça reste supportable. Et quand je vois les bénéfices en termes d'infiltration d'eau, je me plains pas. Oui, c'est toujours pareil. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour laisser sa part à la nature, comme on dit, mais il faut que ça reste soutenable. Quoi. Mais le rat au pied, enfin, de mon point de vue, c'est supportable, même si parfois ça fait un peu mal, mais le rat tout court, là, c'est insupportable. C'est parce que c'est tout. Tu sèmes tes petits pois, c'est la totalité des graines. C'est pas quelques-unes, c'est tout. Et après, j'ai essayé, parce que je comprenais pas tout ça. Je faisais ça, hop, je mettais mon doigt, et le lendemain, il avait creusé là où j'ai touché. Je me suis dit, je vais mettre des pièges avec mon odeur, mais ça marche pas. Ici, ils sont trop bien, pas trop intelligents. Alors après, les petits pois, j'ai trouvé l'astuce dehors. J'ai pris des tuyaux en plastique que j'avais dehors et je les ai touchés tout le long. Et je les ai posés sur le semis. Et comme ils n'aiment pas ce qui est neuf, ça a eu le temps de lever et de pousser avant qu'ils reviennent. Ils en ont bouffé un tout petit peu. Donc j'ai eu du pois mange tout. Non, l'odeur le fait qu'il y ait un nouvel objet qui sente mon odeur partout. Ouais. Ah oui, parce que les pièges aussi, je mettais mon odeur comme ils étaient attirés par mon odeur du coup. Mais les pièges, ils y allaient pas. Donc je me suis dit, ils vont peut-être prendre ce tuyau pour un piège, et puis c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai fait un semis dehors tout bouffé. J'ai ressemé, j'ai mis les tubes en mettant mon odeur partout, et là ça a levé. Réfléchira. C'est malin, ils me mettent en échec. Hein. J'étais en début d'année, je me suis dit je vais y arriver là. Le problème c'est que ça aura marché cette année, mais l'année d'après ils vont se dire il ne nous aura pas une deuxième fois parce que c'est tellement malin que. Bon, à chaque fois que j'étais déprimé, hein, la dernière fois aussi, quand il a commencé à me bouffer les haricots serpents là, je suis monté là-haut, fumé une clope et je suis tombé sur le renard. Je me suis dit c'est bon, c'est en route, c'est en plein jour. Hein. Et même si le chien était là, tu vois. Tu continues de t'accrocher un peu. Oui, ça a toujours été le cas. Est-ce que tu entends d'un petit cran d'un coup et hop. Ouais, plus de renard. Le chasseur se sera amusé à dégommer le renard. Ouais. Mais le renard il vient en plein jour alors qu'il y a le chien, tu vois, donc c'est bon signe. Hein. C'est qu'ils sont vraiment pas loin et ça devrait avoir la dalle. Ouais. Et les fouines elles sont dans l'état de bois, qui est un peu au bord des chemins là-bas. Je vois des petits parfois qui limite ils viennent te voir. Les fouines qui devraient être tranquilles après éclair. Ça suffit pas encore. Parce que je pense qu'ils ont tellement à faire avec les mulots, tout ce qui est meilleur au goût. Un mulot ça doit être bon. Hein. Pour un rat nourri au petit pois, ça doit pas être dégueulasse. Ouais, ça reste un rat quoi. Ça me fait légumes, dis-là. Non, ça reste un rat. Hein. C'est. Ouais, c'est quand même plus simple. Sale bête. Mulot, je pense. Oui, il est lent, le mélo est tout lent et il capte rien. Avec des odeurs, non, t'as pas essayé là, genre de la sauge ou je sais pas quoi. Moi j'avais fait ça chez moi. Bah, tu peux le faire à petite échelle, mais tu le fais quelque part, ils vont ailleurs. Hein. Leur territoire, il fait je sais plus combien de mètres carrés, c'est quand même beaucoup. Et puis j'ai plusieurs colonies, je pense. Hein. Ouais. Et donc j'avais fait mon compost près de la serre et je pense que c'est là qu'ils se sont vraiment développés. Ah ouais. Ah oui, parce que je voyais toujours les tas de graines de courge dehors bouffées que je remettais dessus. Je me disais, cool, je pensais que c'était des mulots. Ouais, ça se mélange tout seul. Jusqu'à ce que je comprenne de quoi il s'agissait.
Enfin, voilà. On a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à voir d'intéressant. Et le concombre, là, tu fais une seule série au printemps? Moi, j'en fais plusieurs, j'échelonne. Déjà en fonction du temps que j'ai pour les planter. Puis, tailler comme ça aussi. En fait, c'est parce qu'ils sont malades là. Et comme le Seb, il avait une maladie, là on sait pas trop quoi. Ah, oui. L'autre fois, il a bossé la serre toute la journée et le soir, il a toussé. J'ai dit, je vais enlever un peu les feuilles les plus touchées. Il a chopé le mildiou, le Seb, quoi. Seb, si tu nous entends. Ah, c'est ce qu'il a dit lui-même. Hein. Il m'a dit, il a chopé le mildiou, ou l'oïdium, je sais pas, mais ça craint, quoi. Mais du coup, si ça le fait réagir, moi, j'essaie d'enlever et ça permet aux haricots serpents là de grandir. C'est bien pour les restos, tu sais, les haricots. Mais ça produit pas énorme. Enfin là, ça produit même rien du tout. Ah, t'as pas récolté? Là, encore rien pour l'instant. Ah oui. La parcelle là, je sais pas ce qu'elle a. Ah, celui-là, oui. Celui-là, il y en a quelques-uns. Ouais, un peu de fleurs. Ah, ceux-là, ils sont bien là. C'est les nouilles en forme de bretzel, des trucs comme ça. Ah ouais, la classe dans l'assiette. Sur le petit morceau de canard. Un resto gastro qui te le prend. Si tu en avais assez, les gens seraient contents aussi, niveau nettoyage. Ça, ouais. Avec thé, putain, c'est rentable. Hein. Mais quand ça produit pas assez. Tu vois, t'en fais 3. C'est ça, les personnes âgées qui ont vu ça, ils ont dit, mais si j'avais su ça quand j'étais plus jeune, qu'est-ce qu'on aurait gagné comme temps? Ouais, parce qu'en plus, quand ils font 1 mètre là, c'est encore autre chose. Hein. Ouais, mais attends, dernièrement, j'ai aussi entendu que les haricots, tout le monde coupe les deux côtés. Mais... Moi, je coupe jamais le petit derrière, le petit. Ça sert à rien, quoi. Il y en a qui le font, mais moi, j'ai pas le temps. Hein. Pour que ce soit beau, quoi. Pareil des deux côtés. Lui, il l'a pas. Ah, quand tu les alignes dans l'assiette, lui, il a juste un. Je sais pas quoi. C'est ça, avec le lardon. Là. Ah oui. Il faut qu'ils fassent tous la même taille. Yes. Ah voilà, bon, on peut sortir, hein, je pense. Un peu plus d'espace. C'est plus chaud. Ça fait plus Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Elle fait combien? 6 sur 20 ou... Ça fait 9 de large, 8,50. Et la longueur, c'était le double avant, je sais plus combien. Peut-être 40 mètres avant. Et là, ça doit faire 25. Je sais pas dire exactement. Ouais, là, à droite, là, si tu peux regarder, il y a les dégâts de rats là-dedans. Là. Je vois ça, je dis putain, j'ai le mildiou. En fait, non, regarde, c'est le chemin qu'ils prennent pour monter. T'as les griffures. Regarde. Ils montent. Ah oui, hein, ils grimpent, ils sautent plus haut que nous. Hein. Pour ça tombe bien, c'est les tomates que j'aime le moins, quoi. Mais eux, c'est leur préféré. Ah ouais. T'as vu ça, quoi? En plus, si t'as un truc qui a été touché, moi je les vends plus les tomates, tu vois, c'est un rat, quoi. Oui, c'est clair. Bon là ils arrivent pas à suivre, ça va. Vas-y, celle-là c'est. Je sais pas si t'en as des comme ça. Un Black Cherry. Ouais, mais il y a la bonne aussi. Les rouges là je changerai plus. Hein. C'est quoi, c'est Sweet Baby ça, non? Trixie. Ça va être chez Bingenheimer. Tu fais tes graines de tomates ou pas? Oui. Ouais. Moi ça fait presque 10 ans. Tu fais comment? L'irrigation ici dans la serre? C'est du goutte à goutte. Régulièrement? Alors ça dépend. En ce moment je fais quand même tous les 3 jours, un quart d'heure à une demi-heure. Okay. Et quand j'ai pas le temps, je mets une fois un gros truc, mais ça fait quand même péter les variétés les plus sensibles. D'accord. Ça c'est clair. Tu vois là les noirs là, j'arrive pas à en avoir une seule de correcte. Hein. Ok. Je sais pas si elles ont dégénéré, j'arrive plus. Pourtant j'ai pas changé grand chose, mais sinon je vais de nouveau arrêter de les tailler. Hein. Je pense vraiment, c'est Yannick Loubet qui m'a remis en phase avec moi-même. Justement, je vais faire comme je faisais toujours, je les laisse pousser. Quand il y a une branche, je l'accroche et à un moment donné elle arrête de faire des branches.
quand elle a assez... parce que pareil, les coups de soleil, avec cette bâche-là, on n'est pas censé en avoir, et pourtant, j'ai que des coups de soleil. Enfin, les tomates, pour moi, sont pas présentables. Des bâches déjà blanchies comme ça, non? Ouais, je sais pas ce que c'est, là, comme truc. J'ai ça aussi. Mais je veux dire, elles sont pas présentables pour moi, là. Et donc l'année prochaine, je vais revenir comme au début. On n'avait jamais de problème, je taille plus, quoi. Mais tout le temps, tu te rends, parce que sinon, si tu dois être à 4 pattes et récolter, t'as pas fini ta journée. Hein. Et on faisait ça au début, dans une toute petite serre qui n'était pas aérée, et on n'avait jamais eu de problème sanitaire ou quoi que ce soit. Hein. Tu laissais buissonner en fait, c'est ça? Je laissais buissonner, et de temps en temps, la branche qui partait, qui risquait d'aller dans le chemin ou de tomber, je remettais une petite ficelle que j'accrochais. Okay. Jusqu'à un moment donné, quand elle en a assez, elle arrête, elle se stabilise. Quoi. Et la distance entre les plants? Voilà, du coup, là je suis à 60, mais je vais passer à 80, je pense. Okay. Bon, quand on le faisait sans tailler, on était sur une planche de 80 de large, on faisait 2 rangs de tomates à 60. Hein. Parce qu'on n'avait pas de place, donc ça marchait aussi. Mais c'était une serre déplacée? Non, elle était déplaçable, mais on la déplaçait pas. C'était quand on a commencé. Mais au final, que tu mettes des pieds tous les mètres ou un pied tous les 20 cm, le rendement est le même. Moi, le seul problème, c'est que j'ai peur des mulots. Si t'enlèves un pied tous les mètres, ça fait mal. Si t'as tous les 60, quand ils s'enlèvent, tant mieux, ça laisse de la place aux autres. Mais sinon, ça fait trop mal. Ça arrive rarement, mais au printemps, j'en ai 1 ou 2. Comme j'ai une petite serre, ça m'emmerde quand même de perdre 1 ou 2 plants. Oui, bien sûr, tu te trouvais. Voilà, puis les tomates, on les attend. Ouais. Puis je vais enlever beaucoup de variétés. En fait, je reproduis beaucoup de variétés parce qu'on fait de la vente de plants. Ouais. Ça, c'est une activité qui ronde beaucoup au printemps. Quoi, ouais. Et donc, il y a plein de variétés que je trouve pas à la hauteur, que je multiplie. Donc, ce qui fait que là, j'ai 4 parcelles de tomates, mais c'en est une seule qui assure toute ma production. Quasiment l'équivalent d'1 ou 2, quoi. Les autres, je leur fais de la sauce, mais elles sont pas assez bonnes, tu vois, pour les vendre. D'accord. Donc je vais changer, je vais mettre que beaucoup de cornues des Andes, rose de Berne, cœur de bœuf. Okay. Et Anarus, c'est une cœur de bœuf précoce, mais il faut gérer l'irrigue, elle pète. Tu la récoltes, elle est toute belle, tu arrives au resto, pouf, elle se fissure, quoi. Ouais. D'accord. Donc celle-là, il faut la gérer. Rose de Berne. Et pareil, avant ça, je gérais jamais. J'arrosais 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, mais comme un cochon. Ouais. J'avais pas de problème. Et maintenant que je me prends la tête à faire comme il faut, j'ai plein de problèmes. Okay. Tu vois, donc je sais plus. Ouais. Ça, quand j'ai vu Yannick Loubet, là, comme il fait lui, je me suis dit là, il faut que je revienne à ce qu'il disait, c'est ce que moi je disais avant aux gens. Parce que il me dit, moi je dis, moi je taille pour raisons sanitaires. Il dit, moi je taille pas pour les mêmes raisons. Quoi. Ouais, c'est exactement ce que je disais il y a même pas 5 ans. Quoi. J'ai trop lu Coleman, il faut maintenant que je revienne un peu en arrière. Et puis trouver comme t'es à l'aise. Puis il faut avoir le temps de repasser, mettre les ficelles, tu sais, quand ça se casse la gueule. Parce que là c'est rien, mais quand tu commences à avoir 2-3 tunnels, il faut suivre. Il faut du stagiaire. Hein.